Je suis Nicolas Meunier, le fondateur de Réflexion Capital, le fonds des entrepreneurs de la tech et du digital qui font le pari de combiner forte croissance et atteinte rapide de la rentabilité. Faut-il ou non lever des fonds pour réussir? Avec Bootstrap to the Moon, je vous partage l'expérience et les conseils d'entrepreneurs qui ont développé avec succès leur société en optimisant leurs sources de financement. Je reçois aujourd'hui Louis Debouzy. Louis est un entrepreneur assez extraordinaire. Il a lancé sa société alors qu'il était étudiant en dernière année à Sciences Po Paris pour une raison toute simple, c'est qu'il ne trouvait pas de société de service à la personne digne de ce nom pour s'occuper de sa situation de handicap. Dans cet épisode, Louis nous explique comment il a lancé sa société, les raisons pour lesquelles il n'a pas souhaité faire de levée de fonds alors même que des fonds se présentaient à sa porte, et les raisons qui lui ont poussé à céder sa société à un plus grand groupe pour l'emmener beaucoup plus loin. Salut Nicolas. Merci de nous recevoir pour ce nouvel épisode de Bootstrap to the Moon. Louis, tu as un parcours assez singulier. Tu fais partie de ces rares entrepreneurs qui ont lancé leur premier business en étant encore étudiant. Toi, tu l'as fait en plus dans un cadre particulier qui te touche particulièrement puisque tu l'as fait dans une situation de handicap et en réaction à ta situation de handicap. Donc, tu nous en parleras un peu plus loin. Et particularité, c'est que non seulement tu as monté ta boîte en étant étudiant, mais 6 ans, 7 ans après sa création, tu l'as revendue plusieurs millions d'euros et tu l'as fait sans lever de fonds. Donc écoute, ça va être super sympa que tu nous expliques ça un peu plus dans le détail. Pour commencer, Louis, est-ce qu'il y a quelque chose qui te prédestinait à l'entrepreneuriat, ne serait-ce que déjà dans ton cercle familial? Dans mon cercle familial, j'avais le modèle de mon oncle qui avait monté son cabinet d'avocat et c'était le seul modèle, si tu veux, un peu d'entrepreneuriat et de businessman que j'avais autour de moi. Sinon, non, c'était plutôt une famille d'intellectuels de gauche qui était plutôt anti-capitalisme et j'ai grandi un peu dans la haine, enfin en tout cas dans un rapport torturé à l'argent. Donc non, tout ce qui avait attrait de près ou de loin aux affaires était assimilé à quelque chose de négatif et de mauvais. Donc non. Plutôt l'enfant terrible alors, tu as été le rebelle de la famille quoi. C'est ça. Bon, tu nous expliqueras ça un peu plus dans le détail. Toi, le cabinet, donc c'est Auguste Debouzy, non le cabinet d'avocat qui est assez connu puisqu'il participe aussi à pas mal en tant que conseil de pas mal d'opérations de levée de fonds. Et je crois même que vous n'avez pas fait un incubateur dans vous avez créé un truc qui s'appelait Start You Up. Ouais, c'est ça. Et qui existe toujours, je crois, et qui accompagne en fait chaque année. Il y a une promotion qui est élue, choisie. Et je crois qu'ils accompagnent pendant 1 an. Nous, on avait été dans la première série, donc dans la première édition de Start You Up. Donc en fait, pendant 1 an, ils t'accompagnent pour, je sais plus combien, 200 € par mois, tu vois, sur toutes tes problématiques en rapport, toutes tes problématiques juridiques en fait. Création, autour de la création, développement, levée de fonds. Création, levée de fonds, IP, social, vraiment tous les aspects qui juridiques liés à la création et au développement d'une entreprise. D'accord, ok. Et donc toi, dans cet environnement, donc tu disais qui n'était pas propice à l'entreprise, toi, est-ce que tu as eu des drivers durant cette enfance, adolescence qui t'ont donné l'envie ou qui t'ont marqué et qui t'ont dit je vais aller embrasser la carrière entrepreneuriale à un moment ou un autre ou quelque chose qui te démangeait? Je pense que le fait d'être handicapé en fait cultive une mentalité, un état d'esprit de solutionneur. C'est-à-dire que quand tu es en situation de handicap, tu peux pas réaliser un certain nombre d'actions, tu as des obstacles que tu dois contourner. Et en fait, c'est la meilleure définition de l'entrepreneuriat, c'est trouver une solution à une problématique donnée. Et donc j'ai l'impression que depuis que je suis petit, il y a plein de trucs que je peux pas faire et qui, un peu sans le savoir, m'a forcé, m'a contraint à encore une fois, être créatif, trouver des façons alternatives de faire. Et donc je crois que ça, c'est un driver en tout cas. C'est fort. Et donc toi, ton handicap, tu l'as eu depuis le début de la naissance ou c'est quelque chose qui s'est... Non, c'est quelque chose qui est installé autour de l'âge de 10 ans. À 10 ans, d'accord. Mais tu veux en parler Moi j'ai une maladie musculaire, donc j'ai moins de force musculaire que toi. D'accord. Et donc quand j'étais petit, je pouvais jouer au foot, je pouvais courir, jouer au ping-pong, etc. Et j'utilise ce fauteuil roulant depuis une dizaine d'années. D'accord. Et on en reparlera, mais c'est l'une des raisons qui m'ont poussé à choisir le secteur de l'aide à domicile plutôt que d'autres sujets. Dans le cas de ma première boîte,
donc à Mabilis en 2015, quand j'étais, tu l'as dit, effectivement encore étudiant, donc j'étais en deuxième partie de master à Sciences Po. D'accord. Et toi, après, donc, tu as grandi où à Paris Paris. Donc Paris. Ta scolarité, donc toute à Paris aussi. Et derrière, toi, tu as décidé d'aller rejoindre les bancs de Sciences Po, donc qui est un choix particulier qui, à la base, te prédestinait pas forcément à l'entrepreneuriat. Il y avait une raison particulière qui t'a amené à... moi, j'étais très mauvais élève. J'étais absolument pas scolaire. Et en fait, un peu par défaut, je me suis dit, bon, je vais pas faire de prépa. Oui. J'ai pas envie de me retrouver à la fac et de partir un peu à la dérive. Et donc, je me suis inscrit au concours de Sciences Po. J'ai demandé à Olivier de me coacher, de me driver. Oui. Voilà, j'ai travaillé le concours, on a révisé ensemble. Et puis, contre toute attente, j'ai été reçu au concours. T'avais pas de backup. J'étais inscrit à la Sorbonne, dans une fac, je sais plus où c'est, où c'était dans le 13e, je crois. Un truc, je me souviens, c'était... je veux pas être méprisant, mais c'était une prison, le truc. Oui, t'avais 15 ascenseurs, 36 étages, il n'y avait pas assez de chaises, c'était horrible, quoi. Je vois la fac française, quoi. Et toi, dans ce cheminement, tu fais Sciences Po, tu trouves ton intérêt, les choses qui t'ont plu, les choses qui sont plus marquées, parce que ça reste assez généraliste quand même, Sciences Po. Tu avais déjà une voie particulière qui s'est dessinée durant cette période-là d'études? Non, mais le fait d'être à Sciences Po, tu es dans un environnement qui est extrêmement... tu vois, c'est des gens qui sont extrêmement intelligents, extrêmement scolaires aussi, mais tu vois, tu es quand même dans un milieu où les gens... se demandent comment faire mieux, quelles sont les voies d'élite, quelles sont les façons de faire mieux. Enfin, tu vois, il y a quand même un état d'esprit qui est assez positif. Donc, ça, c'est le premier truc que j'ai quand même tout de suite senti. Ensuite, pour te répondre, effectivement, les 2 premières années, c'est très généraliste. On a des cours un peu, tu vois, d'histoire, d'économie, etc. La 3e année que j'ai passée à New York a vraiment été pas un déclic, mais un moment important dans ma vie, tu vois. Ouais. J'ai découvert la ville, la vraie ville, avec des gens qui sont dans l'action, dans l'énergie, enfin, tu vois. Ouais. Et donc ça, c'est mes 3 premières années. Puis ensuite, effectivement, le master en finance à Sciences Po m'a pas forcément préparé à l'entrepreneuriat, mais en tout cas m'a mis un peu dans le bain de l'argent, de la finance, tu vois. Et donc toi, tu décides d'entreprendre pendant tes études. Pourquoi tu décides d'entreprendre un an avant la fin? Qu'est-ce qu'il y a C'était un ras-le-bol? Parce que là, tu parles de New York, ton handicap était déjà un peu lourd pour voyager. J'étais en fauteuil. Ouais, j'étais en fauteuil. Et là, tu vis comment, toi, en tant qu'étudiant? Parce que Sciences Po, tu étais un étudiant comme tout le monde. Tu étais en classe avec tout le monde. Donc toi, comment ça se passe dans ta réalité de faire face à des études pour être comme avec les copains qui vont sortir? Je pense qu'à New York, tu as une vie super active, comme tu le dis, très dynamique. Toi, comment tu l'as vécu cette période-là, quand tu t'interfaces avec tes copains et tu essaies de vivre la même vie qu'eux, quoi, au final, quoi? Ouais, effectivement, c'est un vrai sujet. C'est-à-dire que tu as des questions de mobilité, comment tu fais pour aller d'un point A à un point B. Donc du coup, à New York, c'était souvent le bus. Alors, les métros sont accessibles à New York, mais souvent les ascenseurs étaient en panne. Donc, c'était pas fiable, quoi. Mais effectivement, c'est des questions, comment tu fais le soir pour entrer, pour t'aider, qui va t'aider à te coucher, t'habiller, te déshabiller, qui va te faire les repas, les courses. Tu as besoin d'avoir la logistique, donc toi, tu as dû anticiper cette logistique et tu es obligé de tout anticiper plus que les autres. Exactement. Et c'est une ville, New York, c'est un monstre, New York. Par rapport à Paris, toi, comment tu le vis? Les infrastructures sont plus préparées ou pas préparées? Ouais, à New York, c'est incroyable. C'est-à-dire que j'adore Paris, je suis amoureux de cette ville, mais Paris, tu vois, je dirais que 70% des commerces ne sont pas accessibles aux personnes en fauteuil roulant. Ouais. À New York, c'est l'inverse, tu vas n'importe où, t'as des rampes, t'as pas de marche, tu vois. Donc oui, là-bas, les restaurants, les magasins, enfin vraiment tout est fait pour accueillir les personnes en situation de handicap pour plusieurs raisons. La première, c'est qu'ils sont très pragmatiques là-bas. Donc s'il faut couler une dalle de ciment, ils le font. Ouais. Ils sont très procéduriers. Et donc 90, tu as une loi qui est passée sur justement
l'accessibilité des endroits, des établissements publics. Et donc en fait, si tu le faisais pas, tu fermais. D'accord. Donc les mecs, ils ont dit ok, on s'en branle, on casse la marche, on met du ciment, puis c'est terminé quoi. Puis la troisième raison, c'est qu'il y a énormément de vétérans, les vets. Ouais, et là-bas en fait, des gens mutilés de guerre, voilà. etc. Et donc, ok. D'accord, je comprends mieux. Donc là, tu passes ton année à New York. Toi, la fac, donc pareil, c'est, tu dis même mieux finalement, parce que beaucoup mieux intégré pour les personnes en situation de handicap. Est-ce que c'est là-bas que tu as eu ton virus de l'entrepreneuriat ou tu as une première piqûre qui t'a montré, parce que souvent on parle des États-Unis comme étant un enabler de plein de choses, facilité à faire du business. On dit souvent qu'à New York, tout le monde a sa chance parce que c'est très cosmopolite et que la ville ne dormant jamais, finalement, c'est une machine à créer des opportunités. C'est là où tu as eu ton premier déclic ou... Je sais pas, je crois que j'ai toujours voulu monter des boîtes, des projets depuis que je suis adolescent, mais je crois que le vrai moment, c'est avant de partir du coup à New York. Donc, c'était la première fois que j'allais avoir à des gens à domicile qui allaient m'aider. Ouais. J'anticipe, tu vois, mon retour à Paris. D'accord. C'était avant même de partir à New York puis de revenir à Paris. Je me dis, bon, comment ça va se passer quand je serai de retour à Paris ? Et en fait, là, je vois que les boîtes qui existent ne proposent des prestations que jusqu'à 20h le soir. Ouais. C'est-à-dire qu'en fait, le soir, il faut que je me couche à 19h, quoi. Et je me dis, c'est pas possible, tu vois. Genre, j'ai 18 ans à l'époque, je vais pas... Donc là, je commence à me dire... c'est quand même... Tu vois, j'ai pas eu tout creusé, pourquoi, comment, mais je dis, c'est quand même ouf qu'on puisse pas genre, proposer un service qui aille au-delà de 20h, tu vois. Genre, comment je fais si j'ai juste envie de me coucher à 23h, minuit, si j'avais des cours en plus à l'époque, je me souviens, à Sciences Po jusqu'à 21h15. Ah oui, d'accord. Donc encore plus galère, voilà. Et c'est là que un truc en rapport avec l'aide à domicile a commencé à naître et à me dire, est-ce qu'on ferait pas ce service ? Et donc toi concrètement quand tu es étudiant, c'est comment tu fais, tu dois compter sur tes parents pour le matin, enfin, ouais, jusqu'à l'âge de 18-19 ans, c'était mes parents qui m'aidaient, et puis ensuite quand je rentre de New York, je m'installe dans mon appartement. Ouais. Et donc là je fais appel à des gens, mais la première fois que je fais appel à des gens, c'est à New York. D'accord. Donc tu vois, c'était le double la double expérience, la double découverte. On est tous dans le bain là. Ouais. Bah tu vois, non seulement c'est vrai que du coup, et je le dis, et c'est super, mais tu vois, c'est vrai que du coup, mes copains étaient en mode ah là, je suis loin de mes parents, je suis triste, c'est impressionnant d'être comme ça, à New York, à Shanghai, peu importe où t'étais, tu vois. Et je me disais, mais ouais, c'est chiant d'être loin de ses parents, mais en fait, moi, non seulement je vis ce truc-là, mais en plus, putain, il faut que j'apprenne à rencontrer ces auxiliaires de vie, à leur faire confiance, à me déshabiller devant eux, à discuter avec eux tout en les manageant, mais c'était pas vraiment mes salariés. Ouais, et donc en fait t'as plein de trucs, tu vois, qui te tombent d'un coup comme ça, et tu dis bon, non seulement c'est une aventure comme tous les étudiants qui partent à l'étranger le vivent, mais en plus tu te dis putain, il faut que j'ai des gens qui viennent chez moi dans une langue étrangère, tu vois, donc c'était un peu le... Ouais, donc, mais en plus c'est une sacrée organisation, et donc là toi tu dis donc t'en as besoin aussi bien en France qu'aux États-Unis tôt, mais tu dis jusqu'à tard, et donc quand tu étais jusqu'à tard et que tu reviens en France, là peut-être chez tes parents ou plus chez tes parents, enfin, j'en sais pas, et donc comment tu vas, parce que 21h15 le temps que tu rentres, etc. Alors je trouve des boîtes finalement qui proposent, je crois, au-delà. Honnêtement je me rappelle plus, peut-être puis à 22h, mais c'était vraiment pas dingue quoi. Et donc là je rentre donc on est en 2012, donc je termine on est en 2012, donc j'entre en master, et en fait je fais 3 semaines en droit des affaires. À Sciences Po, t'as un master droit des affaires qui te prépare au barreau, et je fais 3 semaines en droit éco, puis finalement je me réoriente vers la finance. Et donc, quelle était ta question, pardon ? Et donc, derrière toi, comment tu trouves une société de service qui t'accompagne au-delà de 21h15, 21h45, puisque tu dis que ça n'existait pas. Ouais. Et toi, à ce moment-là, je sais pas si tu étais encore chez tes parents ou pas, mais comment tu te débrouilles en fait, parce qu'on se rend pas compte. Ouais, en fait, donc d'abord, je benchmark un peu les boîtes qui existent. Ouais. J'en trouve une, j'en teste. Et c'est des boîtes privées, il n'y a pas de... Ça, c'est des sociétés totalement privées. Quand tu es en situation de handicap, tu dois te débrouiller. T'as des associations. Ouais. J'ai dû tester des associations aussi. D'accord. Donc là, tu trouves qu'il n'y a rien qui correspond, que c'est bricolé. Toi, ton autre alternative, c'est d'embaucher quelqu'un qui va venir aux horaires qui vont bien, etc. T'as toi de te débrouiller.
C'est des personnes qui doivent être un minimum formées, j'imagine, parce que tu dois pratiquer certains soins, certaines choses comme ça. Et là, tu te dis, c'est galère, donc tu décides, toi, de monter ta boîte. Voilà. C'est là où tu as ce déclic et tu dis, pourquoi pas, ça n'existe pas, donc autant le faire. Ce qui est d'ailleurs, beaucoup d'entrepreneurs qui ont fait des grosses boîtes sont souvent partis d'une insatisfaction de marché et ont décidé de faire un service ou un produit qui, derrière, avec toute l'opiniâtreté qu'il faut derrière pour aller jusqu'au bout de la proposition de valeur, finit par faire un succès, quoi. C'est ça. Ouais. Pour te répondre, donc je teste des boîtes, mais en fait, je commence à recruter moi-même des gens. Donc je passe des annonces à l'époque dans l'étudiant. Pour toi, tu recrutes pour toi, là. D'accord. Pour moi. Donc à Sciences Po, je mets des petites annonces. Dans l'étudiant.fr, je mets des petites annonces. Enfin, tu vois, j'essaie à droite à gauche comme ça. Je commence à faire passer des entretiens de recrutement, à briefer les gens, à leur faire des canevas un peu de ce qu'il faut faire, pas faire, aussi bien au niveau du savoir-faire qu'au niveau du savoir-être. Et en fait, au début, je sais pas trop, tu vois. Je me dis, bon, bah, il me faut un aide-soignant, tu vois. Ouais. C'est ça qui, apparemment, qu'il faut. Bon. Et bon, je la fais courte. En fait, je me rends compte qu'il n'y a pas du tout besoin d'avoir de compétences particulières pour faire ce travail-là. Il y a certains gestes à connaître, mais que tu peux apprendre, tu vois, sur le tas, assez rapidement. Et je me dis, putain, on fait tout un monde d'avoir un certain nombre de, tu vois, skills, etc. Alors qu'en fait, la difficulté, c'est pas tant au niveau du savoir-faire qu'au niveau du savoir-être. Ouais, bien sûr. Parce qu'en fait, le métier d'assistant à domicile, c'est un métier de majordome. Tu vois. Si demain, je te le souhaite jamais, mais je viens chez toi et que je viens t'aider, en fait, ce qui va être insupportable pour toi, bon, c'est bien sûr qu'on te fasse la toilette, etc. Mais à la limite, ça, tu le digères à un moment donné. C'est horrible, c'est... Bon. Mais en revanche, le fait que tu aies quelqu'un chez toi, dans ton intimité, dans ton appartement, ça, c'est extrêmement dur. Mais tu vois, moi, ça fait 10 ans que j'ai des gens qui travaillent chez moi. Ça, c'est le truc... Je peux pas dire que je l'ai pas digéré, parce que, voilà, tu vois, ça fait partie de ma vie, etc. Mais, ouais, la douche, m'habiller, etc. Bien sûr que ça me saoule, bien sûr que j'aimerais bien le faire seul, etc. Mais, voilà, tu vois, je m'organise, j'y pense même plus. Pendant que le mec m'aide à me mettre le manteau, bah, je mets un podcast ou je fais un truc. Enfin, tu vois, j'optimise le temps. Et je suis plus là à me dire, tu vois, ah, putain, je peux pas m'habiller moi-même. Je m'en branle aujourd'hui, tu vois. En revanche, cette présence, ça, c'est dur. Ouais, et c'est d'ailleurs, tu vois, quand tu vas dans des restaurants étoilés, pas étoilés, souvent tu reconnais un bon service au fait que le service, en fait, est invisible. Ouais. En fait, si tu sens que les mecs qui sont là derrière à te péter les coups, genre à revenir tout le temps, à te mettre du vin, du machin, etc. Et souvent, parfois, dans des étoilés, tu vois, t'as 2 mecs qui sont derrière toi tout le temps, ça fait chier, c'est nul. Ça, c'est pas bon. Et ça, on retrouve ça beaucoup dans les domiciles. Ce côté présence et cette problématique de l'intimité, tu vois. Ouais, je comprends. Et donc, pourquoi je te dis ça ? Parce que tu me poses la question de savoir comment on fait pour trouver les gens, compétences, etc. Ouais, parce que en fait, ce qui est intéressant, c'est que souvent tu vas partir du service, tu vas trouver une solution, sauf que tu oublies que la mise en place de cette solution, elle a quand même un impact, parce que c'est pas tout de dire on va trouver quelqu'un, il faut trouver quelqu'un qui puisse être discret, qui fasse pas remarquer sa présence, ce que tu nous dis, qui en même temps peut être là si tu as besoin ou pour quelle que soit la demande. Il y a aussi la problématique aussi du côté versatile, c'est qu'aujourd'hui dans le service, tu as des gens qui se pointent pas, tu peux aussi rajouter à ça le fait que tu sais jamais si c'est la même personne qui va venir, et donc des fois tu peux être super content parce que quelqu'un va correspondre à ton savoir-être que toi tu attends, mais peut-être que demain c'est une autre personne qui va venir, et donc tu te dis à chaque fois s'adapter, chaque fois recommencer, ça rajoute de la lourdeur à la lourdeur que tu vis, quoi. Donc toi tu cherches quelque chose d'une stabilité et une façon d'être. Comment tu l'apprends cette façon d'être aux autres? Parce que comme c'est du savoir-être, quelque part, les gens peuvent pas se rendre compte qu'ils sont trop ou qu'ils en font trop. Comment ça se régule? Toi, tu as réussi dans la création de ta boîte à former, à apprécier, à leur faire apprécier ça ou pas? Comment ça... Ou tu estimes que c'est inné et que finalement c'est dans le recrutement que tu arrives à jauger si la personne a les réflexes qui vont bien, parce que tu dis c'est soft skills, donc tu les as ou tu les as pas, mais un peu compliqué de payer pour voir, quoi. Ouais, bah c'est la grande question, quoi. C'est la part d'inné, d'acquis. J'en sais rien, en tout cas, effectivement, je m'étais rendu compte qu'il y avait un certain nombre de... Tu vois, par exemple, les gens qui avaient travaillé dans l'hôtellerie, la restauration, souvent avaient ce truc de service. Oui. C'est-à-dire, ils savaient se mettre au service de quelqu'un. Le fait d'être au service de quelqu'un nécessite d'abord d'avoir zéro ego. Si tu me demandes un truc, tu peux me donner mets mon téléphone à droite, puis en fait, tu le veux qu'il est à gauche, et tu me dis, ah non, je le veux à gauche.
Si j'ai un ego, je vais te dire, attends Nicolas, tu m'as dit de le mettre à droite. Et en fait, tu te rends pas compte le nombre d'ordres entre guillemets que tu dois passer chaque jour. Le téléphone, l'eau, à droite, à gauche, plus d'eau, moins d'eau, la lumière, le truc, les machins. Et en fait, tu passes, je sais pas, des centaines d'ordres par jour, tu vois. Je crois que le cerveau humain prend je sais pas combien de 2000 décisions, j'ai vu ça hier par jour. On dit qu'un entrepreneur il prend à peu près entre 500 et 1000 décisions par jour. Alors de micro-décisions à grosses décisions, mais c'est une scène de décisions, mais donc à mon avis tu es à peu près dans la... mais moi j'avais même vu que, pas forcément entrepreneur, on prend des centaines, voire des milliers de décisions chaque jour. Il y a des micro-décisions, il y a une somme de décisions pour un projet global, et donc dans la transaction et dans... Alors quand tu dépends d'une tierce personne pour exécuter et réaliser. Les gens peuvent mal le vivre, de se dire... mal le vivre, et donc... Ou dire, il me casse les bonbons, là, il me dit là, machin, au bout d'un moment, tu peux dire, j'en ai ras le bol. De la même façon que quand t'es au restaurant, si le mec, tu lui demandes un coca et un jus de tomate et un truc machin, si le mec a un ego, il dit, tu me pètes les couilles, là, c'est bon, je t'ai apporté ton coca et ton jus de... Bon, et ça, t'as énormément de gens qui sont extrêmement susceptibles, et tu peux pas être dans le service, que ce soit à domicile, dans la restauration, dans l'hôtellerie, ça marche pas. Ça frite assez rapidement, quoi. Et donc ça, c'est un premier truc, tu vois, je m'étais rendu compte que souvent les gens qui étaient dans l'immobilier aussi, je sais pas pourquoi, mais en tout cas c'était des gens qui étaient bien, commerciaux, tu vois. Il y avait un truc, tu vois, bref, les gens qui étaient plutôt dans le service ou dans le retail, tu vois, étaient très bons aussi. Bon. Puis ensuite, les jeunes qui étaient assez volontaires, forcément étaient beaucoup plus à l'écoute, tu vois, souples, que des gens qui avaient fait ça pendant 20 ans et qui savaient tout. D'accord. Et donc toi, là te vient l'idée, donc tu te dis, moi je vois ce que je vis, en réaction à ce que je vis, voilà ce que j'aimerais avoir comme service. Là tu te mets en chasse de chercher ces profils, tu dis je vais viser plutôt des gens dans les services secteur retail parce que tu as découvert, tu as senti qu'il y avait une sensibilité plus forte à ce que toi tu souhaitais. Comment ça se passe concrètement quand tu es étudiant et que tu décides de créer ta société ? C'est quoi les étapes ? Tu fais quoi ? Tu t'associes avec quelqu'un ? Tu réfléchis à un capital de départ ? Tu montes ça sous forme d'association ? Comment ça se passe ? D'abord, je voulais m'assurer que je comprenne bien le métier. Et donc, j'ai recruté des gens pour moi, des étudiants qui n'avaient rien à voir, qui n'avaient jamais fait ça. Et ensuite, j'ai fait passer un certain nombre d'entretiens à des mecs qui étaient majordomes. Parce que je sentais qu'il y avait ce truc-là, tu vois, je te parlais de restaurants étoilés, d'hôtellerie, etc. Et je me disais, mais en fait, j'ai l'impression que ce taf, ça ressemble quand même beaucoup au métier de majordome. Et en fait, j'ai rencontré des vrais majordomes. Et je les ai interrogés, tu vois, genre, qu'est-ce que vous faites comme métier ? C'est quoi vos missions, etc. Et bon, je t'avais fait courte, en fait, ils faisaient 100%. De ce que tu cherchais. Ouais. D'accord. Exemple, un mec qui travaillait pour un gars qui, en plus, était cassé, qui n'était pas du tout handicapé. Et donc, son patron s'était cassé, je sais pas quoi, la jambe à Courchevel. Et donc, en fait, le majordome se retrouvait à faire la toilette du mec, tu vois. Donc là, c'était vraiment 100% le taf d'une auxiliaire de vie. Sauf que le gars, les mecs étaient payés entre 3 et 15 000 euros net par mois parce qu'ils géraient l'hélicoptère, le truc, le machin. Et puis ils sont à domicile, quoi. Ils sont H24, quoi, grosso modo. Mais donc là, je commençais à me dire, mais est-ce qu'on ferait pas, je sais pas, un nouveau métier, genre gouvernant spécialisé, tu vois, qui mixe un peu les deux. En gros, ce serait majordome, mais pour personne dépendante, tu vois. D'accord. Donc ça, c'était la première étape. Je voulais bien m'assurer de connaître le métier. Puis après, concrètement, honnêtement, je me souviens pas. Si, alors, en fait, la deuxième partie de master, c'était soit un stage, soit un projet perso. Et je me suis dit, en fait, j'ai envie de lancer ma boîte. J'avais plusieurs projets à l'époque qui n'avaient rien à voir les uns avec les autres. Et je me suis dit, en fait, c'est le moment ou jamais, quoi. Je fais ça pendant 6 mois. Si ça marche pas, je vais en M&A ou en conseil en strat. C'était un peu les deux débouchés auxquels on nous préparait dans ce master. Donc, assez simplement, je me lance. Je me dis, vas-y, je lance ça en janvier. Et je me dis, si on marche, pas de clients, j'arrête. Donc, déjà, je m'étais... Non, c'était en janvier. Pardon, j'étais en janvier. Je m'étais dit, je me laisse 6 mois. Et si ça ne fonctionne pas, je pars dans un truc plus classique, quoi. Et j'ai eu mon premier client au mois de mars. D'accord. Et donc là au moment que tu dis que tu as ton premier client, tu avais créé formellement la boîte ou tu te dis tiens, je démarre avec une annonce, puis tiens, je vois que ça marche, j'ai un client, puis après comment tu fais parce que... Non, j'avais créé la boîte parce que justement, on en reparlera, en introduction, tu parlais de cette question d'agrément. C'est pas forcément un truc que je recommande de créer sa boîte parce que c'est pas forcément nécessaire. C'est mieux parfois
de tester le marché, de se rencontrer, de se confronter à ses clients potentiels, aller sortir dans la rue, passer des calls, se prendre des vents, etc., que de créer un plan ultra léché, les boîtes, les formalités, etc. Mais là, j'en avais impérativement besoin parce qu'on est dans un secteur extrêmement réglementé. D'accord. Et en gros, j'aurais pas pu accepter aucun paiement si j'avais pas le truc. Et donc, pour avoir l'agrément, il fallait que je crée une boîte. Donc, je me souviens plus. Je crois que je suis passé par... ma grand-mère avait un comptable. J'ai appelé le comptable, j'ai dit tu peux m'aider à créer la boîte, vraiment à l'ancienne. T'avais pas Legal Start ou tous les trucs comme ça à l'époque. Donc là, tu crées ta société, tu sais que tu vas faire service à la personne, donc très réglementé. Donc tu n'essayes pas de contourner. Souvent, il y a des entrepreneurs qui contournent en disant tiens, on va essayer, puis après, si on se fait rattraper par la patrouille, on rentrera dans l'oreille. Donc toi, tu ne peux pas faire ça. J'ai réfléchi. Tu as réfléchi, mais tu prenais un gros risque. On pourra en reparler après. Crédibilité, mais je sais pas, non. Est-ce que tu avais un peur de te dire tiens, je serais pas crédible si je lance dans le service et que j'ai pas les accréditations. D'ailleurs, je sais pas comment ça marche, parce que tu parles de 3 mois à peu près pour avoir un agrément. Non, c'était je sais plus combien de temps on a mis. Je vais pas dire de bêtises, au moins 6 mois. T'as au moins 6 mois, et donc t'as pas empêché de prendre ton premier client. Non, parce que du coup, je crois que j'avais commencé en septembre. Ouais, d'accord. Enfin, tu sais, j'avais entrepris le truc. Officiellement, la boîte, c'était en janvier que vraiment que je me suis lancé. Ouais. Et je crois que j'avais commencé à faire le dossier en septembre, c'est comme ça, je me souviens plus exactement. Mais... D'accord. Et là, concrètement, tu montes ta boîte, tu calcules combien il te faut pour monter le capital, tu mets combien au départ, et puis tu le fais seul, tu le fais avec un associé, comment tu décides de lancer le sujet? Parce que l'étudiant, c'est pas évident, quoi. Tu ne poses pas forcément ces questions, quoi. Alors, quand je lance la boîte, j'ai 20 000 euros. Ouais. Donc je crois que je mets un capital de 10 000 euros et 10 000 euros en compte courant d'associé. Je dois créer du coup une SASU, je crois. Je suis solo fondeur, j'ai pas d'associé. Et alors si au tout début, je préférais m'associer avec quelqu'un. Et honnêtement, ça matchait pas. Alors soit je voulais faire avec des amis. Et pourquoi tu cherchais à t'associer? Tu pensais que ça allait... combler toi en termes d'apport business, tu pensais que ça allait non parce que je disais que tout seul et qui se pose pas la question d'avoir un associé, et puis si l'occasion se fait sur la route d'associer quelqu'un pour de bonnes raisons, ils le font. Et toi tu avais cette volonté de vouloir associer quelqu'un au démarrage? Tu pensais que tu serais plus fort? Je sais pas si c'était une volonté, tu vois, c'était pas une obligation quoi, mais je me disais que c'était mieux. D'accord. Parce que je sais pas, dans ce que je lisais, ce que je voyais, j'avais l'impression que c'était mieux d'être à deux. Mais non, c'était pas quelque chose de rédhibitoire. C'était pas mandatory pour toi. Donc toi, tu t'es dit, si je trouve, tant mieux. Si je trouve pas, de toute façon, j'avance sur mon projet. Monte la boîte, donc tu mets 10 000. Et quelles sont tes premières actions que tu fais, toi, par rapport à ça? C'est de formaliser ce que tu veux comme service, c'est de publier, c'est d'aller voir des associations pour se faire connaître. C'est quoi concrètement? Comment tu fais pour avoir ce qui t'a amené à faire tes premiers clients et faire connaître en fait ton service, quoi? Moi, j'étais un peu... j'étais un peu énervé contre les boîtes en place. Ouais, donc la niaque, quoi. Souvent, il y a ça va de pair, hein, entre l'expérience où il te manque quelque chose et souvent le gros driver, c'est souvent on ressort un peu de haine ou de niaque, de vouloir soit renverser le système, soit de s'attaquer à un truc un peu fort qui aide. Parce que je t'ai pas raconté, j'ai pas trop tendance à être dans le négatif ou la victimisation, mais en gros, pendant plusieurs années, du coup, je passe par des boîtes d'aide à domicile, tu vois, avant de recruter moi-même les gens. Donc, tu sais, quand je rentre de New York, je fais appel à des structures d'aide à domicile, ça marche pas, et ensuite, je recrute des gens en direct sur l'étudiant.fr, etc. Mais avant de recruter des gens moi-même, je suis client de société. Et c'était juste terrifiant. C'est-à-dire que combien de fois je me suis retrouvé dans mon lit jusqu'à 15h de l'après-midi à avoir envie, comme tu peux l'imaginer, de pisser, de chier, de manger, de boire, sans compter le fait que ma journée elle est flinguée, ma vie sociale, les cours, les examens, les soirées le soir, devoir rattraper les cours, apparaître pour un branquignol. Et en fait, ça m'est pas arrivé une fois, tu vois. Et donc j'appelle, j'ai de la famille à Paris, donc parfois c'était pas 15h, heureusement, c'était plutôt dans la matinée, mon oncle venait, enfin tu vois, je me débrouillais. Mais quand même, un certain nombre de situations où vraiment, je te dis, c'est pas pour exagérer, j'étais à midi dans mon lit à attendre, pas de retour du manager
de la boîte, l'auxiliaire de vie n'était pas venu, machin, etc. Et ça, j'ai fait des petites boîtes, des grosses boîtes, des moyennes, des associations, et toutes étaient comme ça. Ouais. Mais on entend souvent ça dans les métiers de service ou de service à la personne, et j'ai l'impression que ça s'est même beaucoup dégradé ces dernières années, quoi. Et si tu veux, ce qui me dérangeait, c'était pas tant que, évidemment, ça me faisait chier que l'auxiliaire de vie soit pas là, mais c'était l'encadrement. Tu vois, à New York, c'était un peu similaire, c'est-à-dire que c'était assez difficile de trouver du personnel fiable, investi, qui reste, mais l'encadrement était impeccable. Enfin, en tout cas, moi, mon expérience, c'était vraiment à l'américaine, et c'est ça qui m'a plu quand je suis parti à New York, c'est que les gens là-bas ont une telle énergie, sont dans l'efficacité, sont heureux, souriants, et ils sont fins, tu vois. Ils sont précis, efficaces, réactifs. Quand tu vas dans un magasin, les mecs te sautent dessus, ils sont sous cocaïne, enfin, j'adore, tu vois. Ici, c'est un enfer, tu vois. J'adore, encore une fois, j'adore la France, j'adore notre pays, mais c'est vrai qu'il y a des côtés des Américains qui me manquent, et notamment dans le business, tu vois. Ça percute, tu vois, c'est vraiment agréable. Et ben là-bas, la nana, elle devait arriver, je sais pas, à 8h. Elle n'avait pas pointé à 8h. À 8h02, j'avais un call de la manager qui me disait elle est où, qu'est-ce qu'elle fait, machin. Alors, c'était pas optimal. Parce que tu vas me dire, c'est cool, la manager, elle t'appelle, mais... Donc, tu sens que c'est encadré, quoi. Tu sens qu'il y a derrière, il y a de la ressource qui va s'occuper de... Si ça dérape, tu sens qu'il y va y avoir des backups qui vont être cherchés, quoi. C'est pas à toi de les chercher, quoi. T'as l'impression, en tout cas, elle te rassure, elle est là, enfin, effectivement. Et alors, ici, et j'en ai fait beaucoup, et je me souviens même plus de combien de personnes sont passées chez moi. Je crois qu'on était à 80 en un an, c'était n'importe quoi. Et je te dis, j'ai fait appel à des boîtes très connues, des moyennes, des petites, enfin tu vois, il n'y avait pas de... Là, tu aurais pu me dire, ah bah oui, mais t'as fait appel à un mec qui se lançait, c'était un tocard, etc. Et si tu veux, pourquoi je te dis ça ? Parce que là, je commençais à me dire, mais c'est quoi ce marché là ? C'est n'importe quoi. Et ensuite, il y avait un autre truc qui m'agaçait beaucoup, c'était l'approche tout à fait pathos que ces mecs-là avaient, et ces nanas avaient là du business. D'accord, donc ce que je veux dire par là, c'est que... le manager arrive chez toi, te prend la main, mon pauvre Nicolas, c'est vraiment dur la vie, on va t'aider parce que nous on est gentils. Lourd quoi. Lourd. Moi ce que je voulais, c'était évidemment des gens qui sont souriants, qui sont agréables, comme tu veux. Quand tu vas au restaurant, ce que tu veux, c'est que le serveur il soit sympa, qui t'apporte le plat que tu lui as demandé. Là c'est pareil, ce que je veux, c'est qu'il y ait un mec qui arrive à l'heure, à 8h, qui m'aide pour la toilette, etc. Évidemment qu'il soit gentil. Si tu vas en restaurant et que le serveur il crache à la gueule, bon, ça va chier. Bon. mais tu vois, c'est pareil. Ouais, je comprends. Mais pas un mec qui est souriant, qui est gentil, qui te tient la main, etc. Non, moi je veux un mec qui est efficace, qui est professionnel, et je veux un service qui soit impeccable. Et en fait, du coup, c'est un peu ça que j'ai, tu vois, impulsé avec Amavidis. C'était, en fait, moi, ce qui m'intéresse, c'est de savoir si le client il paye à la fin du mois. S'il paye, c'est qu'il est content. D'accord, donc très à l'américaine, quoi. Et donc toi, c'était ton cahier des charges, quoi. Donc tu t'es dit, moi, si je lance mon service, c'est je veux ça, c'est ce que moi je voudrais avoir en tant que service, et donc c'est ce que est en droit d'attendre n'importe quelle personne qui est en situation de handicap. Et derrière... En fait, même moi, j'oubliais le côté handicap. Pour moi, on faisait du service. Comme dans l'hôtellerie, tu vois. Appliques les mêmes codes du service, personne sur mesure, haut de gamme, etc. Et donc là-dessus, tu te dis, malgré toute l'adversité qui est de trouver des personnes dans le service motivées, toi tu te dis que tu arriveras à trouver ça, et si tu n'y arrives pas, tu te dis je vais les former ou je vais les chercher dans des sentiers, je vais sortir des sentiers battus pour aller chercher ce type de profil, quitte à ce qu'ils ne viennent pas du secteur médical, assistance à personne. Ouais, bien sûr. D'abord, donc du coup, tu vois, j'ai cette rage, tu vois, et c'est pas juste une rage, je vais disrupter tel marché. Non, c'est en fait... heureusement ça n'est pas arrivé, mais j'étais sur le point de me chier dessus, tu vois. T'as 20 ans, il est 15h de l'après-midi, t'as envie de te lever le matin, d'aller voir tes potes, de sortir, de faire tes cours, tu vois. Et en fait là tu te dis, mais en fait je vais niquer le game, tu vois. Je vais prendre le truc à bras le corps et on va être les meilleurs. Et en fait du coup, et en plus t'as les salons tous les ans qui réunissent les professionnels, et donc j'allais voir tout le monde. Et les mecs, c'est des tocards, des branquignoles finis, tu vois. Et en fait, ça me confortait, tu vois. Tu sais, ça m'excitait limite. Je me disais, mais c'est vraiment ils sont nuls, quoi, les mecs. Enfin, c'est même pas des gens qui m'intimident. Tu vois, je pourrais me dire, vas-y,
Ouais, je vais me faire doubler, je vais lancer le truc, ça va percuter, et puis il y en a qui vont attraper. Donc là, tu te dis, il y a un boulevard. Donc tu te dis, grosso modo, il y a un boulevard pour proposer ça, même sans savoir si finalement tu arriveras à trouver les personnes qui rentreront dans ce cahier des charges. Mais, entre-temps, je recrute des gens moi-même. Ouais. Ça marche. Trop bien. Donc je me dis, si ça marche pour moi, je vais les proposer pour d'autres clients, tu vois, pour d'autres gens. Et donc en fait, là, j'écris une lettre à tous les concurrents de Paris. Ah oui, donc original comme démarche quand même. Et je leur dis, en gros, vous êtes des tocards, j'arrive, je crée ma boîte et je vais vous racheter d'ici quelques années. Et je sais pas pourquoi je fais ça pour me galvaniser un peu, tu vois. Ah ouais, d'accord. C'est un peu comme un... Je sais pas, Ils t'ont vu arriver, ils ont dit, là, il y a un fou qui va nous écrire, là. Il nous a dit, il a pas de boîte, il a rien, il a personne, mais il nous écrit qu'il va nous... D'accord. À la The Family, quoi, bam. Et je pense que j'avais besoin de ça, tu vois, pour me motiver, pour, tu vois... C'est un challenge, quoi. Moi, t'avais un repère, déjà. Je pense. Et en fait, c'était pas mal de faire ça parce que, et franchement, j'encourage toutes les personnes qui se lancent dans le secteur donné à se faire connaître des concurrents. Parce que, en fait, c'est comme un jeu. C'est-à-dire, tu vois, la lettre, vous êtes tocards, etc. Un peu comme si, je sais pas, on joue tous les deux à FIFA, machin, et qu'on va... Tu vois, plus il y a d'enjeux, plus t'as envie de te donner. Ouais, et puis ça permet aussi de titiller l'autre pour lui dire, tiens, là, je t'ai dit que j'étais là, tu peux ne pas me considérer. Puis toi, tu vas commencer à avoir une réalisation, deux réalisations, et là tu commences à te dire, voilà, il va peut-être falloir que le game, la règle du jeu, elle arrive de changer, donc il va falloir que je prenne le sujet au sérieux, quoi. T'annonces la couleur, quoi, en fait, t'annonces la couleur, quoi. Ouais, et puis toi aussi, ça te responsabilise. Ouais. C'est un peu comme si tu dis tu t'es fixé en public, j'arrête de fumer. Ouais. Si tu le fais pas, tu passes pour un con, tu vois. Bon. Et ça m'a vraiment... Vraiment, ça a un peu lancé la machine, tu vois. Ouais. Et donc, ça m'a permis aussi de rencontrer plein de concurrents qui m'ont répondu, est-ce qu'il se make, machin et tout. Et en fait, il y a des gens avec qui je suis resté en très très bons termes. Et aussi, les gens te respectent un peu. Enfin, je déteste ce truc-là de respect, machin et tout. Mais je me suis rendu compte qu'en fait, les gens te disent, ah ouais, en fait, le mec est tellement ambitieux qu'il est comme nous. Alors, tu vois, bon. Alors que souvent... Tu vois la joie dans des projets qui n'ont rien à voir. Tu vois, quand tu essaies de te lancer comme ça, un peu low-key et tout, que personne ne te connaît, etc. En fait, les gens, ils ne te considèrent pas, quoi. Ouais. Donc, c'est une façon aussi d'entrer de façon fracassante dans un marché, de te faire connaître, etc. Donc ça, c'est au tout début, donc en 2015. Ouais. Et pour répondre à ta question, comment je fais concrètement, dans notre secteur, à l'époque en tout cas, c'était... assez difficile de toucher les gens en direct, les clients finaux. Donc en fait, les clients finaux, tu les touchais via des prescripteurs de santé. D'accord. Donc, parce que toi, t'étais pas avec une association où tu pouvais te dire, tiens, moi-même j'ai été dans ton parcours. Alors, on l'a fait. Tu pouvais te dire, bon bah voilà, j'ai rencontré, je connais d'autres personnes qui ont soit les mêmes pathologies que toi ou qui ont des conséquences de pathologies qui font qu'ils ont les mêmes besoins de soins que toi. Tu t'es pas dit je vais aller les voir, je leur dis moi j'ai monté ça, est-ce que ça t'intéresse d'en prendre, etc. Alors si on le fait, mais tu as beaucoup d'associations qui, et je trouve ça très bien d'ailleurs, qui nous disent écoutez, nous on veut pas s'associer à vous, on veut pas vous donner en gros notre liste de contacts parce que sinon on perd toute crédibilité, qu'est-ce qui se passe si demain vous faites n'importe quoi, etc. Donc association c'était un peu difficile, même si on a réussi par la suite à travailler avec certaines associations qui étaient spécialisées sur certaines pathologies ou certains types de handicap. Mais donc au début, vraiment, en fait, on contacte tous les infirmiers, kinés, assistantes sociales, qui sont en fait nos prescripteurs. D'accord. Et donc très concrètement, c'était ici même, dans mon salon. Du coup, à l'époque, il n'y avait pas de... Enfin, ou en tout cas, je ne les connaissais pas, mais il n'y avait pas de SaaS, de séquençage d'emailing. Et de toute façon, en fait, il n'y avait même pas d'email ou LinkedIn, puisqu'en fait, les assistantes sociales, les infirmiers, les médecins, ils n'ont pas LinkedIn. Enfin, en tout cas, notre cible n'avait pas LinkedIn, tu vois. Donc là, on est en 2015, tu vois. Donc en fait, c'était que du calling. Donc c'est sur les pages jaunes avec un tableur Excel. J'avais scrappé tous les contacts, tu vois, de Paris. Et donc, je passais des calls. J'allais les voir avec des flyers, tu vois. Et donc, au début, t'as rien. Il n'y a pas de clients, il n'y a pas de salariés. Ouais. Et donc, c'est toujours la question de l'œuf et de la poule. Est-ce que je trouve mes clients d'abord ou mes intervenants, mes salariés? Et donc, j'ai fait le choix de d'abord trouver des clients. Et donc, je crois que je passais 70% du temps à faire du sales et 30% à faire du recrutement. D'accord. Et donc, tu vois, j'avais lancé ça un peu en parallèle, mais avec quand même une majeure, une prédominance
pour le démarchage. Et donc là, grosso modo, comment ça se passe? Tu vas chercher un premier client, tu n'as pas le service tout de suite, ils sont tolérants, tu as un engagement minimum, toi tu leur dis si vous signez avec moi, ça commence dans 15 jours et toi tu as 15 jours pour trouver les personnes. Comment concrètement? Parce que l'œuf et la poule on la connaît, mais il y a toujours quand même un moment, faut démarrer quoi. Donc si tu prends un engagement vis-à-vis de quelqu'un qui est en plus en situation de handicap, comme tu le dis, tu n'as pas envie que le service soit pas rendu et de passer pour une brêle, donc tu fais comment pour pas décevoir et trouver quelqu'un qui correspond à toi, en plus en tout cahier des charges quoi. Alors au départ, je faisais passer des entretiens comme si c'était pour moi, tu vois. Et donc comment je faisais en fait, je me suis constitué progressivement un pool de candidats. Donc je passais 70% de mon temps à faire du call et 30% du temps à rencontrer des gens. Et donc au fur et à mesure du temps, je commençais à me faire un pool de gens que j'avais validés. Et donc, je sais pas, peut-être en février, tu vois, j'avais peut-être 7 ou 8 profils qualifiés. D'accord, dans le mois qui a suivi, tu avais déjà réussi à trouver 7 ou 8 profils. Ouais, mais qui n'avaient pas de contrat et qui potentiellement auraient pu me dire là tu me proposes une mission mais je suis pas dispo. Des gens que j'avais validés, avec eux leur planning, etc. Mais tu vois, tu sais jamais, entre temps ils peuvent prendre une mission et bon. Donc j'avais un premier, tu vois, un pool de candidats, puis voilà, tu as ton premier client. Et donc lui, tu le staffes, tu le signes en 48 heures, tu arrives à staffer quelqu'un Je veux pas te dire n'importe quoi et être imprécis. Oui, l'objectif c'était de staffer entre 15 minutes et ça pouvait être une semaine. D'accord. Pour certains types, par exemple, tu vois, on travaillait pour des gens qui avaient des prises en charge 24 heures sur 24. Et donc là, ça nécessite entre 4 et 6 personnes à plein temps, jour et nuit. Faut organiser le rollover. Quoi. Et donc là, ça pouvait mettre plus de temps. Mais c'est vrai qu'on avait parfois des temps de réaction qui étaient extrêmement bas. Et je te dis, en une heure, on était en capacité de mettre en place des équipes très vite parce qu'en fait, on avait déjà ce pool-là. Et en fait, c'était, tu vois, de la mise en place... D'accord. Et donc toi très vite, premier client, donc première satisfaction, pour un entrepreneur, la première facture, le premier client, c'est quand même quelque chose qu'on se souvient et qui marque vraiment le fait que tu t'es pas trompé parce que tu as bien fait de lancer le service et de voir que ça correspond, que ton offre en fait elle correspond à une demande. Derrière ça s'enchaîne très vite, tu passes des paliers, il y a un effet boule de neige, tu t'es servi de la presse, comment tu as déroulé ensuite la pelote pour que tu restes pas qu'avec un ou deux clients, mais l'idée, comme tu dis, tu as une ambition toi en plus, donc tu as envie de casser le game par rapport aux concurrents, tu t'es engagé vis-à-vis d'eux à aller les taquiner. Comment tu passes après de 0 à 1, on vient de le voir, et 1 à 10 quoi, grosso modo, ou la suite quoi. Comment tu... D'abord, c'est vrai que quand tu as ton premier client, il y a quelque chose de magique. C'est-à-dire que moi, franchement, je suis très optimiste, je suis ambitieux, dynamique, etc. Mais franchement, j'y croyais pas. Enfin, je me disais, bon, je vais lancer ce truc, puis peut-être tout le monde, et tu le sais, tout le monde autour de toi te dit que ça va pas marcher. Ma famille, mes amis, pourquoi tu fais ça, c'est nul, t'as déjà 10 000 boîtes qui existent, pourquoi tu fais pas autre chose, t'as fait Sciences Po, ça revenait tout le temps, t'as fait Sciences Po, qu'est-ce que tu te casses le cul à créer une boîte, dans ce cas-là, pourquoi t'as fait Sciences Po, t'aurais pu arrêter l'école à 16 ans et lancer ta boîte. Donc tu vois, t'entends ça à longueur de journée, genre, et puis c'était déjà à l'époque, en tout cas j'avais mes 2 autres projets, dont un était très tech, c'était une plateforme de mise en relation, et tu vois, je me disais, mais... est-ce que je me fais chier avec du personnel, est-ce que je suis pas un peu déconnecté, genre en fait ça t'a mis le doute. La mode à l'époque c'était il faut créer des SaaS, des plateformes, c'était l'ubérisation, tu vois. Donc tu sais, il y a tout ça, tu vois, et donc tu te dis et en fait tu passes des calls, tu rencontres des gens avec tes petites mains, je suis handicapé, je sais de quoi je parle, donc faites-moi confiance, machin. Et en fait un jour t'as un appel. Bonjour, je voudrais je vais vous payer en fait. Je vais vous donner de l'argent pour faire appel à vous. Il y a quelque chose de magique, tu vois, vraiment. Enfin, c'est du jour au lendemain, en fait, tu passes de 0 à 1. Tu vois, et ça, c'est un moment et c'est ça que j'adore dans l'entrepreneuriat, c'est ce moment, tu vois, où il n'y a rien. Il y a quelque chose. Tu vois, et puis c'est une forme d'aboutissement, parce que tu dis, j'ai pas fait ça pour rien, et la preuve, ça prend un écho favorable. Donc toi, ça t'a dû te galvaniser pour aller chercher encore plus loin et puis me dire, allez, il faut que je réplique avec un deuxième, etc. Quoi. C'est ça.
Ouais, d'accord, super. Donc là, et ensuite, après, donc comment Donc ensuite, palier, c'est loin maintenant, donc je veux pas être imprécis, mais voilà. Et donc au bout de 6 mois, j'ai plus un client, mais j'en ai 10, puis on en a 50, puis voilà, et puis ensuite on grossit, et puis c'est le jeu de toute et c'est entreprise bouche-oreille, qui grandit. après c'est le bouche-oreille, ou après peut-être t'as changé de façon de communiquer, qu'est-ce que t'as changé après, qu'est-ce que ça t'a permis, toi, de passer après à 10 clients, dans ton ambition, ça a changé tes priorités, t'as découvert d'autres attentes que celles que t'avais toi, et qui t'ont obligé à changer un peu ton offre de service, comment ça s'est passé, enfin, comment ça a impacté ton modèle, parce que souvent, on oublie de dire, mais toi, nous chez Réflexion Capital, on compte pas d'entrepreneurs qui nous disent tiens, j'étais parti, ou je prends le cas par exemple des fondateurs de Papers, ils étaient partis pour monter Papers qui devait servir à générer du lead pour, je crois, leur business d'assurance, puis c'est devenu leur premier business. Et donc, ils n'avaient pas pensé à faire un sujet comme ça. Okay. Mais tu en rencontres plein qui pensent, qui entreprennent dans un objectif donné, et puis en fait, le fait d'être confronté au marché fait que ça asservit un peu leur idée initiale. Et souvent, ils peuvent être dans le doute. Et c'est là où des associés, ça peut se tendre parce que finalement, ils disent c'est pas le bon business model, finalement, c'était pas la bonne cible. Et puis, il y en a qui disent mais non, il faut continuer à itérer parce qu'on est certain de notre coup et on va pas se déjuger du sujet. Donc là, c'est très perturbant. Toi, cette rencontre avec le marché, le retour, pas eu d'asservissement, t'as confirmé dans le sens dans lequel tu veux aller. Pas eu de nouveaux services, pas eu de nouvelles demandes, pas de changement de business model. Parce que des fois, tu as plein de perturbateurs. Hein. Tu en as plein qui arrivent, disent pourquoi tu ferais pas ça aussi? Et tiens, moi par contre, si tu fais ça, je t'en signe 10 fois plus. Puis tu dis ouais, mais attends, ça me fout un peu le bazar dans mon affaire. Tu as eu des excellents types d'expériences? Ouais, bien sûr. Écoute, au début, je voulais faire une boîte qui vienne en aide aux personnes en situation de handicap, donc d'abord à Paris. Puis ensuite, je me suis dit, bon, mais en fait, c'est complètement con, on a plein d'autres demandes. Pour du ménage, des gens qui sont pas handicapés mais ils ont besoin de ménage, pour du jardinage, pour du babysitting. Et en fait, je me suis dit, bon, je vais faire comme les autres boîtes, on va tout faire. Et donc en fait, je me suis mis à faire du babysitting, du jardinage, du ménage. On travaille pour des gens qui n'étaient pas du tout handicapés. Et je me suis dit, pourquoi pas? Sauf qu'en fait, ça me faisait moyennement kiffer. Et surtout, en fait, on n'arrivait pas à délivrer de la qualité. Ah ouais, parce que là tu t'écartais de ton cahier des charges qui était assez précis par rapport à ce que tu vis, et effectivement tu vas être peut-être moins exigeant pour du jardinage que tu pourrais être pour le service à la personne, ou un peu plus exigeant pour du babysitting, mais bon, c'est peut-être 1 heure ou 2, donc tu préfères apprendre l'étudiant que quelqu'un. Ouais, c'est ça. Et puis la raison principale, c'est lié au fait que dans le ménage, tu as très peu d'heures, et donc qui dit peu d'heures dit un turnover extrêmement élevé, parce que les gens en fait ne restent pas dès qu'il y a mieux ailleurs. Ils ne peuvent pas se projeter, et donc forcément ils sont en situation précaire, et donc ils vont aller chercher des revenus, une stabilité. Et c'est ça d'ailleurs la difficulté dans l'industrie du ménage en France en tout cas, c'est que peut-être que tu l'as vécu dans ta vie privée, c'est extrêmement difficile, surtout quand tu es un peu exigeant, d'avoir des gens qui délivrent une prestation de qualité, parce qu'encore une fois, c'est des gens qui soit prennent ça par défaut, ils sont pas vraiment très motivés, soit ça peut être des gens qui sont très bons, et moi je l'ai vu dans le cadre d'Amabilis, tu vois, on avait des gens qui étaient excellents mais qui restent pas, tu vois, genre c'est des gens qui sont bagnacs, etc. Mais voilà, dès qu'on leur propose mieux, et puis un taf au black en face, machin et tout, ils y vont, et je les comprends, et tant mieux pour eux, tu vois. Mais du coup, d'un point de vue business, faire un truc, tu vois, industrialisé, formel, machin, c'est compliqué. Bon. Donc ça c'était une première tu vois, donc tu as essayé de diversifier, très vite tu t'es rendu compte que ça allait nulle part, donc j'ai arrêté, je dis bon, on arrête le ménage, machin, etc. On se concentre sur plutôt les gens qui ont des handicaps lourds et qui ont besoin de services quasiment non-stop. Et donc là tu restreins ton offre encore de manière plus forte, pour être encore plus impactant. Exactement. Et sur un cahier des charges encore plus strict, plus sévère. D'accord, tu fais ça. Là aujourd'hui, première année d'exploitation, tu fais quoi comme chiffre d'affaires à peu près? La première année, on fait 265 000 euros de chiffre d'affaires. Donc alors, on a eu ton premier client en mars, donc sur 9 mois, grosso modo. Donc joli démarrage, quoi. Parce que bon, cette activité de service, ça peut vite faire des gros chiffres, mais il faut quand même aussi les faire. Rentable, pas rentable première année? Je veux pas être imprécis, mais il me semble qu'on est rentable les 4 premières années. 4 premières années, donc t'as pas eu besoin de remettre d'argent? Alors, pour financer la croissance. Et donc, compte courant, tu fais appel à marché extérieur, tu lèves des fonds? Non, en toute transparence, mon père décède, donc j'hérite d'un peu d'argent, j'hérite de 200 000 euros sur un compte.
Et en fait, j'utilise ces 200 000 euros pour financer mon BFR. Parce qu'en fait, je paye mes auxiliaires de vie à la fin du mois, ou le premier, ou le 2. Mais je ne suis payé par les clients que, je sais pas, le 10, le 15, voire des mois après que la prestation. Donc, gérer le BFR, quoi, grosso modo. Autrement, ce que tu encaisses, ce que toi tu as décaissé, pour faire simple, tu décaisses avant d'encaisser. Exactement. Et donc, tu as un petit fonds de roulement que généralement on finance par des banques, mais qui te demandent certaines garanties, certaines choses, etc. Donc, souvent, les banques sont pas trop là la première année pour te faire cette avance-là. Donc, toi, tu dis, je mets 200 000 euros pour financer besoin de fonds de roulement. Au début, je mets pas 200 000 euros, mais en fait, c'est progressivement. Au fur et à mesure, au fil de l'eau, je mets, je récupère. Bon, ça, par exemple, je pense que j'ai mal été entouré. Enfin, c'est moi le responsable. Hein. Mais peut-être que si c'était à refaire, ça aurait été peut-être plus intelligent de placer ces 200 000 euros, j'en sais rien, sur une assurance vie, sur des actions, sur de l'immo, peu importe. Et peut-être emprunter à la banque à un taux réduit. Bon, tu vois. Et ça, c'est vrai que c'est une première leçon que j'ai tirée. Et c'est ce qu'on lit souvent dans les biographies de femmes et d'hommes d'affaires, c'est l'importance de s'entourer et de déléguer. Et c'est vrai que ça, au début, on s'en rend pas forcément compte parce que tu es dans ton truc, c'est ton bébé, c'est à toi, et tu as tendance un peu à rejeter. Tout jeu qui veut s'approcher un peu du sujet, tu vois ça comme suspect, quoi, grosso modo. Et toi, ce que tu dis quand tu veux t'entourer, c'est que là, tu dis que tu aurais dû t'entourer d'une personne qui maîtrise le chiffre, ou qui maîtrise la relation de financement, qu'elle soit salariée ou personne extérieure. C'est ça qui t'a manqué, tu penses? Parce qu'en fait, c'est une problématique de gestion de BFR. Après, si tu gères bien tes chiffres, tu peux te dire, bon, on a fait le calcul, c'est 150 000 qu'il faut, puis il y a un releveur qui s'organise. Bon, tu peux le faire comme ça. Ou tu peux le dire, de toute façon, si je lève pas des fonds extérieurs, il faut bien que je les apporte moi de mon côté. Et une fois que j'aurai stabilisé, peut-être que les banques prendront le relais. Mais toi, tu dis, c'est ça qui t'a manqué, c'est le conseil, c'est anticiper cette période de financement, de croissance. C'est le conseil. C'est-à-dire que, alors je t'ai dit, dans ma famille, j'avais un exemple d'entrepreneur, mais voilà, c'était un cabinet d'avocats. Malheureusement, mon oncle était décédé. Donc, tu vois, j'ai jamais été. Tu vois, accompagné, comme toi, t'as pas eu un sparring partner avec qui te dire tiens là j'ai un sujet, comment tu règles ce genre de truc, que ça soit dans le cercle familial ou amical, quoi. Comme avec toi là je te parle, j'ai jamais eu ce genre d'échange effectivement, et donc oui, peut-être que ça aurait été une bonne façon de gérer la situation. Et il y a aussi un autre point, c'est que bon, c'est ton bébé, etc., mais en fait c'est surtout qu'en fait au départ t'as pas de thunes, et donc en fait t'essaies de tout optimiser. Et déléguer, c'est bien, mais ça veut dire payer. Et aussi, donc, c'est surtout ça qui, je pense aussi, handicape beaucoup les gens dans l'idée de déléguer. C'est qu'en fait, en vrai, au début, c'est pas que t'as pas envie de déléguer, c'est que. Si c'est pas naturel de dépenser de l'argent alors que tu te dis, moi, j'en gagne pas encore. Et quelque part, si je rogne ce capital de départ, est-ce que ça va pas foutre en l'air? Et puis derrière, il n'y a rien de me garantit que le service ou le conseil soit à la hauteur aussi. Exactement. Ou que les effets escomptés du sujet valaient bien le coup de dépenser ce montant-là. Mais c'est vrai, parce que tu as ce problème-là dans le juridique, tu as ce problème-là dans la comptabilité, tu as des écarts de prix entre prestataires qui sont assez importants. Et au final, tu valorises pas tout de suite ce qu'ils font, tu valorises qu'après coup. C'est le jour où tu as des ennuis, tu dis finalement j'ai évité des ennuis, donc finalement j'ai des bons conseils. Exactement. Ou finalement je payais pas cher, mais alors là je m'aperçois que j'ai pas les bonnes déclarations, j'ai pas les bons trucs, je suis rattrapé par la patrouille et entre-temps, le prestataire est parti, quoi. C'est ça. Donc, d'accord, c'est ça ton sujet. Donc là, tu montes à 265 000, tu es rentable, mais par contre, ça te consomme de la trésor. Est-ce qu'à un moment, tu te dis, il va falloir que je muscle un peu le sujet pour adresser mon ambition? Est-ce que tu t'es posé la question d'aller à un moment de dire, je vais lever des fonds? Ou est-ce qu'on peut lever des fonds dans ta situation et dans ce secteur-là? Est-ce qu'il y a eu d'autres exemples qui t'auraient dit, tiens, il y en a un, j'ai vu qu'il a levé des fonds, il a fait une opération financière, et pourquoi pas moi, quoi? Oui, j'y ai pensé. Si c'était à refaire, je pense que je l'aurais fait. Et tu l'as pas fait par méconnaissance ou tu t'es dit tiens, je suis dans le flow, j'avance, de toute façon j'ai la tête dans le guidon, qu'est-ce que je vais encore perdre du temps, aller me renseigner, qui finance quoi là-dedans? Je sais pas, je réfléchis avec toi. Je pense que j'ai pas confiance en moi tout le temps. Et peut-être que je me suis dit, d'abord, faisons ça à mon niveau. Je sais pas, peut-être qu'il y avait un peu de ça. Par rapport à ma situation de handicap, moi, j'ai jamais vécu de discrimination. Peut-être que des VC ou des fonds dire, il est handicapé, on n'est pas chaud. Peut-être, moi, je l'ai pas vécu. Dans notre secteur, effectivement, c'était pas un secteur qui lève des fonds.
c'est un business à l'ancienne. Souvent, les business de service ne lèvent pas de fonds et encore moins auprès de VC. Par contre, ils peuvent faire l'opération de LBO quand ils ont atteint une taille critique, ils sont rentables. Et là, il peut y avoir des sujets, il y en a eu pas mal, et dans la santé, il y en a beaucoup. C'est vrai. On m'a proposé, du coup, alors la deuxième année, on m'a proposé de me racheter. Donc, tu vois, on était, je sais plus combien on faisait de chiffre d'affaires la deuxième année. Je crois qu'on a fait 1 million la deuxième année. On a fait 265 000 la première année, 1 million la deuxième année. Je veux pas être imprécis, mais il me semble que c'est ça. Et du coup, un concurrent me propose de me racheter. Il me fait un mail, il me dit que penses-tu d'un rapprochement entre X et Amabilis. Un de ceux que tu avais essayé de tenser au démarrage, en plus, d'accord. Et un de ceux qui avait réagi ou pas à l'époque, qui avait réagi. Donc, puis on était resté en contact. Non, mais tu vois, on était resté en contact. Et il se dit, ce qui se con, il est intéressant, machin. Et donc je dis non, puis après il y a des fonds qui me proposent d'investir. Et là je dis non. Et là tu vois, je dis non, genre je voulais pas. Parce que je pense que je voulais faire mon truc. Je sais, franchement, je pense qu'il y a un peu de pas de confiance en moi, un peu de méconnaissance. Ouais. Mais en même temps, je sais pas, j'avais vu ça dans mes études, j'avais des potes qui levaient. J'avais un très bon pote qui était un peu mon coach financier, qui travaillait en banque chez Rothschild, etc. Et lui, il n'arrête pas de me dire, faut que tu lèves, machin, etc. Tu préfères avoir, je sais pas, il n'arrête pas de me dire, tu préfères avoir, je sais pas, X% d'une boîte qui vaut autant. Oui, la fameuse, est-ce que tu vas avoir 1% de Danone ou 50% de la toule du coin, quoi. Ouais. Exactement. Et c'est bien, tu as 100% de ta boîte, elle vaut, je sais pas, 10 millions, tu voudrais pas avoir une boîte, bon bref. Donc, du coup, oui. Mais sur le moment, encore une fois, tu vois, j'ai cette approche très paysanne, tu vois, du business. C'est la terre, c'est une après l'autre, tu vois. Et je pense que c'est ça qui m'a freiné. Donc, un mélange entre peut-être de la méconnaissance, peut-être que si, tu vois, je sais pas, j'avais eu un sparring partner qui me dit, regarde-moi ce que j'ai fait. Ouais, effectivement, j'ai lâché du capital, mais en fait, c'est très bien passé. Ils m'ont pas saoulé. En termes financiers, j'ai été finalement beaucoup plus gagnant que... peut-être. 2, je pense, il y a un truc comme ça aussi, de se dire, est-ce que j'en suis capable de déjà gérer ma boîte et ensuite lever des fonds, tu vois. Avant de prendre, je veux dire, un engagement avec un fonds sur lequel tu vas te défendre une valorisation, tu vas devoir défendre aussi une projection et donc une forme d'ambition, parce que tu prends date et puis tu valorises ta boîte. Donc derrière, tu lèves des fonds, c'est pour faire un truc assez gros. Et tu te dis, peut-être que je vois peut-être pas la marge d'après, je vais peut-être me ramasser. Ouais, je sais pas. Pour moi, c'est ma première boîte, donc de toute façon. Ouais, il y avait un truc un peu militaire, genre. Ok, si je me foire, c'est ma responsabilité. D'accord. Mais si j'engage la responsabilité des autres, trop dur. T'es pas à l'aise avec ça, quoi. En tout cas, à l'époque. Aujourd'hui, je suis tellement à l'aise avec ça, mais à l'époque, je me voyais pas, je me projetais pas là-dedans. Tu vois le sujet psychologique. Donc là, tu fais proposition, donc c'est ce qui est assez rare, au bout de 2 ans d'activité, on propose de te racheter. Toi, tu te dis non, je continue. Donc à ce moment-là, je rencontre le mec quand même. Ouais. Je me souviens, c'était donc Sciences Po m'avait prêté des locaux. Ouais. Donc je reste en gros ici, donc chez moi pendant 1 an. Et ensuite, Sciences Po me file des locaux pendant 1 an et demi. Donc je sens que il y a un incubateur d'ailleurs à Sciences Po à l'époque, je me souviens. Ouais, il existe toujours. Il existe toujours, ouais, d'accord. Ouais, Sciences Po entrepreneur. Ouais. Il y a une belle success story là-bas dans le voyage. Ouais. Est-ce que c'était le yield le yield pricing, price comment match, ça s'appelait? Price match, ouais, exactement. Ok. Et donc là, il te prête des locaux, tu reçois le gars. Ouais. Et là, il te dit, j'ai vraiment envie de te racheter. Ouais. Question de prix, vous parlez prix, vous parlez, c'est quoi, c'est resté une envie commune de se dire est-ce qu'il y a un projet commun ou vous parlez prix, vous parlez... Lui, il voulait vraiment... D'accord, donc t'as fait le propal. Je me souviens plus. D'accord, en tout cas, t'as pas marqué, quoi. Non, mais dans tous les cas, moi, j'étais vraiment, à l'époque, dans l'état d'esprit... Pas dans le mindset, quoi. Non, je lui dis, t'as pas compris, c'est moi qui vais te racheter, tu vois, j'étais encore en mode... Non, et puis lui, à l'époque, était... nous on faisait je pense que lui, il était 20 fois plus gros, tu vois. Ouais, d'accord. C'était pas l'acteur numéro 1, mais c'était un acteur implanté, connu, machin. Ouais, donc lui, il voit qu'il y a le petit Louis là qui est en train de s'échapper sur un segment de business qui a bien marché. Il se dit attends, je vais essayer de la racheter un petit peu avant, mais mieux qu'il fasse ça chez moi qu'il soit trop gros et qu'après ça m'échappe, etc. Je crois, hein. Ouais, il y a fort à parier que ça devait être ça. Toi, tu dis what the fuck, je continue. Et après, tu montes le business à combien alors? L'année d'après, de 1, tu passes à. Dans le même temps, je me rends compte que travailler pour des gens dépendants sur l'aspect purement aide humaine, donc proposer des auxiliaires de vie qui viennent à ton domicile,
c'est en fait qu'une strate parmi d'autres. Tu vois, c'est qu'un élément parmi d'autres. Et en fait, je me rends compte de la globalité, et qu'en fait, la dépendance doit s'appréhender de façon globale. Dit autrement, quand tu es dépendant, tu as besoin d'auxiliaire de vie pour t'aider à t'habiller, tu as besoin d'un fauteuil roulant, tu as besoin peut-être de soins infirmiers, tu as besoin peut-être de transport, de portage, bref, tu as compris. L'idée, en fait, c'était de créer un one-stop shop de la dépendance, donc un acteur global qui intègre toutes les verticales de la dépendance. Et donc ça a commencé à émerger ce truc-là dans mon esprit. Et donc en fait, j'ai créé du coup Amabilis Médical, qui était du coup une filiale de Amabilis qui faisait que du matos. D'accord. Et donc ça, tu disais tout à l'heure, c'est un peu un LVL médical, quoi, grosso modo. Enfin, qui un quoi LVL médical, enfin, il y avait une société c'est un peu ça. Qui fournissait tout le les équipements. Voilà. Et donc ça, tu vois, si c'était à refaire, j'aurais levé des fonds pour mettre en œuvre cette vision que j'avais et que j'ai toujours d'ailleurs. Et on pourra en reparler, mais quand j'ai vendu la boîte, il y a un certain nombre de personnes qui m'ont rapproché, notamment des investisseurs, et qui m'ont demandé mes projets, etc. Et quand je leur expliquais ce que j'avais comme vision pour Amabilis, j'ai un certain nombre de personnes qui m'ont dit « mais t'es complètement con d'avoir vendu, la vision que tu défends, c'est ça qu'il faut faire, donc un one-stop shop dans la dépendance. » Et en fait, t'aurais un numéro, ta grand-mère se casse le col du fémur, t'appelles le numéro, et la semaine pro, t'as l'auxiliaire de vie, le matos, le truc, le machin, avec une app qui fluidifie le tout. Et donc ça, c'est un autre truc qu'on a fait. On a commencé à développer une app qui justement te permettait de te connecter et de, tu vois, te plugger, genre la famille pouvait voir ce qui se passait, tu peux envoyer des photos, on allait chez le dentiste, ton machin, etc. On avait un partenariat, ça c'est un peu mon regret, tu vois, on avait un accord de principe avec Fitbit, tu sais, les montres connectées, pour pouvoir traquer et collecter de la data et savoir vraiment ce qui se passait chez le client. Et donc tu vois, il y a plein de choses à faire dans le secteur. Et donc, en tout cas, en 2017, je me dis, bon, ok, créons cette boîte de métal médical. Délégation, j'ai pas de thune, donc je prends une personne qui est moyenne. Et voilà, et en fait, le truc, ça n'avance pas. Donc tu prends une personne moyenne en tant qu'associé ou en tant que salarié ? En tant que salarié. En salarié, tu dis, faut mettre ça en place, ok, d'accord. Et là, c'est quoi ? C'est un manque d'engagement qui fait que ça n'a pas réussi ? Alors le seul responsable, hein, c'est moi, c'est moi qui aurais dû prendre les actions qu'il fallait, prendre quelqu'un d'autre, structurer le truc, lever les fonds, etc. Et voilà, et on lance le truc de façon pépère, pas du tout comme Amabilis. D'accord, pas avec la même arme, pas avec la même envie de casser les... Moi oui, mais mon partenaire non. Et donc le truc se développe de façon pépère. On prend une petite boutique pour du coup Amabilis, aide à domicile, et on fait un côté pour le métal médical. Bon, on teste des trucs, on fait un peu de B2B, on travaille pour des pédiatres, on leur vend des rouleaux d'examen, des gants, etc. Ça marche bien, mais ça n'explose pas, et l'énergie dégagée par la personne ne me convient pas, et donc on garde Amabilis Médical, mais je me dis, concentre-toi sur l'aide à domicile, fais exploser le truc, et après on verra. D'accord, ok. Donc là, tu finalises, tu refuses l'offre. Ensuite, avec ça, l'ensemble, tu montes ça à combien ? Donc là, t'es quoi ? T'es en 2018, 2019, tu passes comment ces années avant aller à la revente ? Ça continue sa linéarité, tu franchis 10 millions en gros, on fait... c'est en croissance chaque année. Donc première année 265, la deuxième 1 million. Et je veux pas être imprécis sur les années d'après, mais en gros, en 2020, on doit être aux alentours de 5 millions d'euros de chiffre d'affaires. Et donc la croissance continue à... Donc on continue dans ce même de chemin. Tu es un peu insatisfait sur cette filiale que tu as lancée. Tu la fermes pas pour autant, tu mets le service en sommeil ou tu mets le service en sommeil. Ok. Et là, comment ça se passe au moment où tu as la revente ? C'est pareil, tu es de nouveau approché, c'est toi qui en as marre. Qu'est-ce qui a été le déclencheur d'apprécier une revente ? Alors que tu es en plein boom et que finalement tu as une croissance devant toi. Je pense qu'il y a deux... Enfin, il y a plusieurs éléments, mais le premier, c'est que je commence un peu à m'ennuyer. Là, on est que vraiment sur la partie aide à domicile. Le fait d'être dans le milieu de la dépendance, ça commence à me saouler. Je suis moi-même handicapé, rencontrer que des gens en fauteuil, etc. Même si je suis beaucoup moins maintenant sur
sur le terrain, je rencontre plus les clients en direct, je rencontre plus les assistantes sociales ou les médecins. Mais voilà, c'est quand même mon domaine d'intervention. Donc ça commence un peu à... Tu vois, j'en fais un peu... Ça me dégoûte un peu. Même je renomme... Alors, tu vois, j'ai toujours Amabilis maternelle médicale. Et je le renomme en un truc un peu plus fun, qui fait moins... je sais plus comment on l'appelle. Si, on le renomme Hello Médical. Et le terme médical me rebute tellement que je l'appelle Hello, tu vois. Donc, dans tous mes trucs, toutes mes apps, etc., je renomme tout en Hello pour pas avoir médical, tu vois. Bon. Alors, du coup, je commence à me dire, il y a un truc qui va pas, là, tu vois. Et pareil pour Amabilis, toujours les mêmes problématiques, toujours les mêmes... Bon. Donc, il y a ça. Il y a ensuite le fait que, étant parlé en amont, on est dans un cadre réglementaire qui est extrêmement compliqué, un cadre social. Donc, on n'a pas le droit de faire appel à des freelances. Donc, du coup, on n'a que des salariés en CDI, très peu en CDD. Et tu me posais la question, est-ce que tu as voulu faire un truc un peu en mode contourné ? Oui. On l'a même testé. On a pris des gens en freelance. Ça marchait ultra bien. C'est-à-dire qu'on les payait très bien. C'est-à-dire que même après leur charge, ils étaient entre 1008 et 3005 nets par mois. Nets par mois après avoir payé leur charge. Bien sûr, ils n'ont pas de bulletin de paie, donc ça pose tout un tas de problématiques qui, je ne sais pas ce qu'on attend, qui pourraient être traitées par le gouvernement. Mais en tout cas, ça marche. C'est-à-dire qu'on a des gens qui gagnent bien leur vie, que les clients adorent, parce que c'est des gens qui sont investis, pros. Mais ça, c'est leur boîte, donc c'est leur quotidien. Ils ont une démarche par rapport à la salariés qui est en termes d'engagement qui est très différent. Ils gagnent très bien leur vie. Ils gagnent très bien leur vie, quoi. Donc ils sont contents de leur sujet. Donc là tu es confronté à la libéralisation du marché du travail, le fait que les personnes en freelance effectivement payent moins de charges, qui est une vraie question aujourd'hui, parce que tous les profils pénuriques le savent, se mettent en freelance, gagnent beaucoup mieux leur vie, et ça pose des vraies questions d'engagement au travail aujourd'hui. On voit deux mouvements, on voit des personnes qui restent salariées avec un profil qui devient moyen, un consensus, puis des personnes qui n'hésitent pas à se dire, qui ont conscience de leurs valeurs, passer en freelance, l'assumer pleinement. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, il y a une sorte un peu de vide juridique, un point d'interrogation qui se pose dans le cadre réglementaire du travail. C'est est-ce qu'on va arriver sur une société américaine ultra libéralisée et tout le monde va être un petit peu auto-entrepreneur, ou est-ce que le modèle social français va, avec le gouvernement, infléchir le point, faire entrer dans le rang à un moment où les gens qui ont goûté à cette espèce de liberté et de satisfaction personnelle devraient plutôt se démocratiser pour permettre aux autres qui restent, qui sont, pour ma part, je pense, soit pétochards, soit mauvais, de pouvoir essayer de franchir le pas, et on se dit que tout le monde pourrait gagner quelque chose, puisque ça peut que tirer tout le monde vers le haut, plutôt que de vouloir rabaisser le truc. Bien sûr. Quoi. Donc toi, tu as été confronté à ça, tu l'as fait, tu as été un peu borderline, tu as dû rentrer dans le rang, tu as dû l'arrêter à cause de la procédure réglementaire. Ouais, du coup on l'a arrêté parce qu'on était hors la loi, avec beaucoup de regrets, parce que je me dis ça marchait vraiment bien. Et donc pendant un moment je me suis dit, est-ce qu'on créerait pas une boîte, tu vois, distincte d'Amabilis, qui fait que ça, c'est-à-dire en fait on recrute des gens en freelance et on voit ce qui se passe. Et en fait et je pense que s'il y a un entrepreneur qui a envie de se lancer, qui a l'énergie, qui a envie de... Je pense qu'il y a un truc à faire, c'est-à-dire que du coup tu fais le Uber à domicile, ça c'était en 2015, tu vois, ça remonte, donc ça fait un peu ringard de dire ça aujourd'hui, mais l'idée c'était de faire ça. Et on en reparlera peut-être, mais à l'époque, donc, je réfléchis à créer Amabilis, à faire une plateforme vraiment de mise en relation typique d'Uber à l'époque. Et pourquoi je te dis ça ? Parce que je pense qu'il y a quelque chose à faire, et à un moment donné, je me dis, bon, ça marche tellement bien on le fait, on trouve des clients, on a des centaines, des milliers de clients, ça se sait, patatras, machin. Tu mets coup de pied dans la mare, je suis dans l'égalité, mais je le fais parce que ça correspond à un vrai besoin. Et on fait quoi maintenant ? D'accord. On a 1000 clients indépendants, il y a ton grand-père. Si tu veux, moi je retire le freelance, d'après-demain, il meurt, ton grand-père, parce qu'en fait, il n'y a personne. Donc tu dis, je fais rapport de force avec le gouvernement, et c'est un peu... D'ailleurs, c'était intéressant ce que tu dis là, parce que là, on est juste après le nouveau gouvernement Macron,
Là, on parle de réarmement national, social, grosso modo, faut mettre toutes les bonnes énergies. Tu te dis, toi, avec cette expérience Sciences Po, tu as envie de jouer un rôle, parce qu'on sait que le couple Macron avait mis le sujet du handicap qui est porté par Brigitte Macron de manière assez forte dans les 2 mandatures, d'ailleurs, je crois, parce que ça a été un peu son fil conducteur sur lequel elle voulait s'associer. Toi, tu as envie de jouer un rôle là-dedans. Quel est ton regard? Tu penses que c'est que de la com, ou tu penses que tu as envie, forte de cette expérience entrepreneuriale, de te dire... avec mes petits copains de Sciences Po, avec ce que dit le gouvernement, avec la libération de l'économie, l'enfer du marché du travail, parce que ce que tu dis là, je pense que tous les entrepreneurs le vivent aujourd'hui, et c'est vraiment la bête noire, le côté social. Est-ce que tu penses qu'il y a un rôle à jouer? Tu as envie de jouer ce rôle-là, toi, aujourd'hui? Ton regard par rapport à ça? Je sais pas, pourquoi pas. Après, je te disais, j'ai eu envie de sortir du champ de la dépendance, donc jouer un rôle... Peut-être plutôt dans le volet social du travail, de dire j'ai appris ça grâce à mon expérience dans le domaine médical, et finalement le pain point que tu évoques, il est plus du côté réglementaire, juridique, social, que purement lié à la sphère médicale. Pourquoi pas? Tu sais que c'est un truc qui est pas... Donc là, toi, on revient dans le contexte de ta session, donc tu dis que tu en as un petit peu marre, c'est toi qui déclenches la session, ou tu rappelles le petit copain d'il y a 2 ans qui a voulu te racheter, et tu lui dis écoute, là je pense que j'ai réfléchi... c'est exactement, en fait, donc sur les, je sais pas, à l'époque, on est à, je sais pas, sur les 5 dernières années, en fait, il y a des gens qui m'ont appelé, je suis soit en direct, soit via des banques d'affaires, je les rappelle, et donc je fais une shortlist de 7-8 personnes, je les appelle toutes, je dis ok, je veux vendre, c'est quoi vos propositions? Voilà, du coup, je reshort la liste avec 4 noms, et puis voilà, on fait des allers-retours. Et puis on se met d'accord finalement avec un. D'accord, et là tu te fais pas conseiller, t'as pas de banque d'affaires qui te suit, là tu le fais en direct. Tu te fais pas conseiller pour gérer la négo, gérer les contreparties, tu fais tout en direct. J'avais un ami qui est banquier d'affaires qui m'aidait. D'accord. Mais j'ai pas pris, j'ai hésité, puis finalement non, parce que j'avais déjà ces pistes-là. Alors peut-être que ça aurait pu... où j'ai pas d'avis tranché, je pense que ça peut être bien de se faire accompagner par des banquiers d'affaires, notamment pour un truc qui pêche souvent dans les transactions, dans les négociations, c'est le rythme. En fait, le banquier, il met de la cadence, tu vois, il revient tous les 2 jours, t'en es où, machin. Ce que t'oses peut-être pas faire quand t'es du coup vendeur, parce que tu dis, je sais pas, par politesse, puis ensuite tu te dis peut-être, si je suis trop comme ça tous les 2 jours, il va se dire qu'il y a un loup. Alors que tu vois, quand il y a un intermédiaire, ça clean un peu, ça assainise. Ça lisse. Alors déjà, je pense que c'est un avantage, c'est que toi, ça te permet de mettre tout le monde sur la même ligne de départ. 2, ça permet effectivement d'avoir ce rythme. 3, dans la négo, ça aussi te permet d'avoir une 3e personne qui peut jouer le mauvais partenaire et toi te préserver derrière, pour qu'au final tu arrives à tes fins, qui est de pouvoir vendre au partenaire que tu estimes être le mieux armé pour ton projet. Parce que souvent on dit les entrepreneurs, quand ils vendent leur boîte, ils vendent c'est un peu le énième enfant de la famille. Donc il y a toujours un attachement viscéral, et surtout pour les entrepreneurs français, on le voit plus que les anglo-saxons. Il y a toujours, on passe le bébé à quelqu'un, quoi, grosso modo. Donc il y a toujours un côté un peu émotionnel de se dire, est-ce que c'est la bonne personne, qu'est-ce qu'il va en faire, est-ce que je garde mon nom, est-ce que je suis attaché à ça, s'il fait n'importe quoi avec, j'aurais eu peut-être tort, il va peut-être reprendre de mes salariés, comment, tu vois. Donc il y a toujours une perception qui peut être difficile, au-delà d'avoir un prix. Puis il y a d'autres personnes effectivement qui disent je prends une banque d'affaires, l'idée c'est d'avoir le meilleur prix, puis après moi je suis plus dedans, c'est plus mon projet. Toi, ton attitude par rapport à ça était comment? T'avais envie de sortir, t'avais envie de trouver bon port, ou t'avais envie de chercher un prix pour passer à autre chose et aller sur un autre projet? Pour résumer, j'ai vendu d'abord, pour 3 raisons, je pense. D'abord pour l'argent, je me payais pas avec Amelie, je réinvestissais, je remettais tout au pot, tu vois. Donc le fait que ce soit rentable, toi tu te payais pas? Non, parce que mon truc c'était de faire grossir la boîte, et j'avais toujours cette idée de pas lever de fonds. Mais tu vois, c'était pas clair dans ma tête. Donc c'était toi qui la variable d'ajustement, c'était toi, ton salaire, ta rémunération, etc. Et d'accord, ok. Et donc toi, première question, première raison, l'argent, quoi. Donc, l'argent pour faire des trucs, et l'argent pour connaître ma valeur. Dire ok, c'est ça que je vaux, tu vois, bêtement, mais c'est vrai que quand t'as jamais vraiment travaillé, alors j'ai fait des stages, tu vois,
mais c'était pas un vrai boulot, c'était pas des vraies responsabilités. Et comment tu le vis par justement ça c'est important, je vais te couper, mais comment tu le vis toi par rapport à tes copains de Sciences Po qui commencent dans des boîtes, du conseil, du machin, etc. Toi tu te payes pas, donc ce côté, tu l'as mal vécu de se dire quelque part ça ne m'envoie pas de valeur ou de valeur sociale parce que finalement je peux pas me permettre les mêmes choses qu'eux, peut-être pas les mêmes restos, pas les mêmes sorties, pas les mêmes voyages. Non, ça t'a pas impacté. Non, parce que moi je me motive avec le chiffre d'affaires de ma boîte. D'accord. Tu vois, c'était mon obsession. Vraiment entrepreneur, quoi. Ouais. C'est, je monte la barre le plus haut possible et ta satisfaction, c'est de voir ta boîte grandir, quoi. Ouais, grandir, être rentable, tu vois, l'obsession. Et évidemment, l'obsession de la satisfaction de mes clients et de mes collaborateurs, parce qu'on n'en a pas parlé, mais du coup, évidemment, moi, ce qui m'importait, c'était que mes clients soient contents des services qu'on leur apporte et que les collaborateurs, donc déjà on les appelait les collaborateurs, parce qu'aucune boîte dans l'aide à domicile ne faisait, tu vois, c'était un peu des pions, quoi. On considérait les auxiliaires de vie, on les fout à droite à gauche, tu vois. Nous, on a essayé, j'espère en tout cas, de les embarquer avec nous, tu vois, dans l'aventure, et on parlait, on disait tu vois, c'est notre client, tu vois, alors que souvent elle venait de boîte où on disait mais non, on m'a appris, il faut dire le client de l'agence, ou tu vois. Et enfin vraiment il y a deux trucs, quoi. Il y a vraiment deux camps, l'agence et le client, et puis ensuite les merdes sur le terrain, quoi. Donc nous c'est ça aussi que je voulais casser un peu apporter, la valorisation des personnes qui sont sur le terrain, quoi. Mais pas de façon niaise, on est gentil, machin et tout. Non, ils font un taf qui est extrêmement ingrat, qui nécessite un investissement total. Et en fait, sans elle, on peut rien faire, quoi. Donc vraiment, moi, c'était important. Mais pourquoi je te dis ça ? Parce que oui, donc du coup, moi, je voulais connaître effectivement ma valeur. Ensuite, je t'ai parlé de la simulation intellectuelle. Et la troisième raison, c'était un ensemble de plein de trucs. La dépendance, le fait d'être dans la dépendance, ça me saoulait. Tu voulais passer à autre chose, quoi. Passer à autre chose, la réglementation. Donc notamment les 35 heures qui sont absolument pas adaptées, tu vois, à notre secteur. Comment tu fais quand tu as un client qui est dépendant, tu vois, qui est totalement dépendant, et que l'auxiliaire de vie suivante est absente. L'auxiliaire de vie qui est déjà en place va rester. Elle va pas laisser son client tout seul. C'est ce qui se passe avec les infirmières où elles font des heures sup et c'est un peu la gabegie, les 35 heures. De toute façon, je crois qu'il n'y a pas beaucoup de secteurs qui, peut-être pas à part la banque, arrivent à satisfaire. Il y a peut-être des secteurs où c'est plus facile à... Les services à la personne, c'est une catastrophe. L'industrie, les services à la personne, c'est vrai que c'est très compliqué. La santé, enfin tous les jobs qui nécessitent une intervention en continu. H24. Ou alors une intervention dans le cadre de... Voilà, à partir du moment où il y a un risque vital, que ce soit avec des enfants, des personnes âgées. Bon, et en fait, du coup, à l'époque, ça me rendait fou, tu vois. J'ai interrogé des avocats, etc. Mais il n'y a pas moyen de contourner le truc, machin et tout. Et ils me disent, du coup, non. Et donc, je dis, mais je fais quoi ? Ils me disent, tu lui dis de partir à ta salariée. Et du coup, le monsieur, il a 90 ans. Il peut pas manger seul. Il fait quoi ? Je sais pas, c'est pas mon problème. Et c'est pas ton problème non plus. Toi, regarde la loi, t'es bon. Parce que t'as fait dégager la salariée. Bon, moralement, c'est pas acceptable. Et 2, commercialement, c'est pas acceptable non plus, tu vois. Donc aussi bien pour des raisons morales que business, moi, c'était non, en fait. Elle va rester, tu vois. Et on verra plus tard comment on fait. Mais genre, ça, c'était un autre truc qui me faisait chier parce que du coup, on était border, donc épée de Damoclès. Et voilà. Donc t'es un peu étouffé par la contrainte administrative, le droit du travail qui empêche de pouvoir délivrer un service de qualité et donc de pouvoir pleinement délivrer ton service. Exactement. T'avais combien de collaborateurs au moment où t'as vendu ? 250, dont 30 au siège. Ah ouais, quand même, ça commence à devenir costaud là, à gérer. Donc là, combien de temps ça t'a pris ? Donc tu dis, je contacte les 3-4, process, 3-4 mois pour gérer la session, gérer les contreparties. Vous vous mettez assez rapidement d'accord avec des acheteurs. Tu disais c'était principalement le prix ou aussi la façon dont ils concevaient ce business qui t'a aiguillé sur l'un des 4 plus qu'un autre. Oui, il y en a peut-être qu'un d'ailleurs, un des 4 qui t'a fait une propale, quoi, au final. C'est le prix évidemment d'abord. Ensuite c'est le projet qu'il porte. Il y a un projet d'intégration, donc il y avait une véritable continuité derrière. Voilà, et donc projet ça veut dire quoi ? C'est combien de salariés il reprend. Et 2, c'est quoi sa philosophie, quoi, tu vois. Est-ce que lui par exemple fait, j'en sais rien, du jardinage ? Rien contre les jardiniers, mais est-ce que j'ai envie que ma boîte devienne une boîte
de jardinage ou est-ce que j'ai envie qu'elle reste sur ce créneau. Après, il fait ce qu'il veut, ce sera sa boîte. Mais bon, il y a toujours ce petit... il y a cet ego. Je sais pas si c'est de l'ego ou si c'est un truc désintéressé. Tu vois ce que je veux dire ? De dire, bon, à la limite, je m'en branle, il fait ce qu'il veut, mais j'ai construit un truc qui marche, ça serait et qui aide des gens, et qui gagne de l'argent, et bon. Donc pourquoi faire un truc de jardinage, tu vois ? Sans moi dans l'affaire, je m'en fous, tu vois, genre, tu peux changer de nom, tu peux faire ce que tu veux, mais un truc un peu comme ça où tu te dis, putain, j'ai mis... Tu vois, comme si tu avais construit un beau château de sable, qui a un mec qui, sans raison, dit, je vais le démolir. Alors, laisse le château de sable, peut-être que des gens peuvent en profiter, ça peut servir, tu vois. Et donc lui, il est pris un engagement de continuer de l'intégrer à ta société Amabilis. Il avait pris l'engagement, au-delà de te le racheter, de faire perdurer le service. Ouais, lui, son truc, c'était de... Alors lui, il se spécialisait aussi dans le handicap. Et donc, en fait, il n'y a pas beaucoup de sociétés, enfin en tout cas à l'époque, il n'y a pas beaucoup de sociétés qui faisaient que du handicap. Alors nous, on ne faisait pas que du handicap, mais on était connus pour ça, parce que du coup, j'avais... tu vois, je me mettais en avant dans les interviews, dans les supports de com, etc. Et les gens assimilaient souvent Amabilis à handicap. Et donc, on était un peu le spécialiste de l'aide à domicile dans le handicap. Et donc, lui voulait faire ça. Voilà, son projet, c'était d'intégrer Amabilis, en gardant le nom, en tout cas pour le moment, c'est son souhait. Et donc, de garder, je crois, la philosophie de qualité, d'obsession du service client, d'obsession... des collaborateurs. D'accord. Et donc ça, la vente s'est faite en 2022 ? En 2022, ouais. 2022. Ok. Toi, ta vie d'entrepreneur, donc on voit que t'as connu que ça, puisque tu l'as dit, tu l'as créé à la fin de tes études. Comment en parallèle, tu arrives à développer ta vie familiale, puisque tu as une femme, tu as une petite fille. Comment se met en place les choses, toi, pendant ces vies-là ? Parce que c'est quand même déjà beaucoup. On sous-estime souvent le temps nécessaire et l'engagement que demande de créer une société. Comment toi, ta vie sociale, au-delà du fait que tu sois handicapé, tu arrives à pouvoir quand même profiter de cette vie-là et compenser en fait tout ce que tu donnes dans l'entreprise. C'est vrai que c'est une vraie question, c'est-à-dire que souvent on entend des entrepreneurs qui disent entreprenez jeune, et c'est vrai que c'est... En fait, il ne faut pas attendre, parce que plus tu attends, en fait, plus tu as de raisons de ne pas le faire. Bien sûr. Et plus tu as de raisons qui sont assez légitimes. Bien sûr. Quand tu as des enfants, quand tu as une femme, quand tu as un crédit, bah oui, effectivement, c'est peut-être moins safe d'abandonner son CDI pour lancer un truc peut-être dans lequel tu crois beaucoup, mais bon. Non, oui, ça c'est un vrai conseil que je peux donner aux gens, c'est le plus tôt ils peuvent, tu vois, lancer leur projet. Et en tout cas, l'important, c'est d'aller au bout de ton truc, tu vois. C'est de te dire, ok, j'ai envie de faire ça, fixons-nous 3 mois, 6 mois, je vais au bout du truc, si ça marche pas, tant pis. Mais tu vois, que de vivre avec des regrets ou vivre avec toujours cette frustration de te dire, bon, vas-y, je le fais pas, machin. Bon, ça, j'en rencontre plein de gens qui ont, tu vois, donc là, j'ai 32 ans, et j'en rencontre plein de gens qui ont mon âge, qui me disent, ouais, j'ai un projet, mais je sais pas, j'hésite. Enfin, en fait, j'ai l'impression que c'est de plus en plus compliqué, tu vois. Il y a de plus en plus d'excuses, de plus en plus de justifications, parfois à la con, parfois tout à fait légitimes. Mais donc pour te répondre, les planètes se sont bien alignées. Et tu as réussi à développer ta vie privée en parallèle de... Je vends la boîte, 2 mois plus tard, ma fille naît. D'accord. Donc voilà, les choses se goupillent bien. Donc tu as du temps à consacrer. Et une autre étape de ta vie. Je reste 6 mois dans l'accompagnement avec le repreneur. D'accord. Et puis après c'est une nouvelle vie d'investisseur. Donc maintenant concrètement, donc aujourd'hui tu n'as plus de lien ni capitalistique, hormis relationnel ou éventuellement amical avec ton acheteur. On peut citer le nom peut-être de ton acheteur ? Ouais, c'est Oxylife, Franck Nataf. D'accord. Une société qui est basée à Paris, Île-de-France. Présente nationale au point de vue national. Aujourd'hui, toi, donc l'accompagnement, ça a duré combien de temps après la session ? 6 mois. Ça a duré 6 mois. Ouais. 6 mois. 6 mois, tu as libéré tous tes engagements. Ouais. Tu as touché ton cash, etc. Des earn-out, pas d'earn-out Ouais, il y a un tiers de la somme qui est bloquée encore 1 an. D'accord, encore 1 an. Et voilà. Et maintenant, fort de cette expérience, tu as ta vie familiale, tu te dis quoi ? Tu te dis, je vais relancer un projet.
je vais devenir investisseur, parce que tu parles d'investisseur, donc je sais pas, peut-être que tu peux dire tu es des business angels dans des boîtes, dans des fonds, je sais pas. Ouais. Tu veux en parler, hein. Ouais, bien sûr. Non, c'est un vrai sujet, effectivement, qui est très peu traité par la littérature startup ou business, c'est qu'est-ce qui se passe après la session. Ouais. Et notamment la psychologie de l'entrepreneur qui vend. En fait, moi, consciemment, je t'ai expliqué les raisons qui m'ont poussé à vendre, c'est une volonté de ma part, c'est pas contraint forcé, parce qu'on fait faillite, parce que j'en sais rien. Donc, en tout cas, sur le papier, j'étais très heureux de vendre, mais je pense qu'inconsciemment, il y a un truc qui s'est passé, parce que j'étais vraiment, tu vois, les mois qui ont suivi la vente, j'étais pas dans mon meilleur état psychologique, tu vois, genre... Il y a une forme de vide aussi qui s'installe. En tout cas, consciemment, j'étais très heureux, enfin, en tout cas, tout allait bien dans ma vie, mais je pense qu'inconsciemment, il y a un truc qui fait que j'avais, tu vois, cette sensation de, je sais pas, d'oppression, d'angoisse, Est-ce que souvent, moi j'ai entendu dire d'entrepreneurs qu'on a accompagnés, qui ont vendu leur boîte, des fois ils revendent leur boîte à 40, 45 ans, et puis il y a l'angoisse de la page blanche et de se dire merde, je suis encore jeune, enfin j'ai l'impression d'être jeune, j'ai en bonne santé, mais j'ai pas d'idée quoi, je savais faire que ça, j'ai passé 20 ans de ma vie à faire ça. Je peux être investisseur, alors ils vont tous faire un peu le tour du monde, allez hop, les vacances, le soleil, etc. S'acheter la maison qui va bien, très bien, le bateau éventuellement. Mais ils se disent à la fin, mais attends, la vie elle va être longue là, il me reste encore. Je suis au milieu de ma vie, quoi, quelque part, en espérance de vie. C'est quoi le next step, quoi? Et il y a une angoisse, alors, je sais pas si toi tu l'as vécu, mais il y a une angoisse de pas avoir d'idée, de se retrouver une feuille blanche. Alors après on se dit on va monter des clubs de copains, après suivant la fortune qu'on a réussi à faire de sa première boîte, on va mettre des tickets à droite à gauche, bien sûr plus tu as gagné, plus tu peux avoir des placements qui te permettent de vivre comme avant sans rien faire, mais il y a toujours, même ceux qui ont très très bien réussi, se dire il me reste encore 30 à 40 ans à sortir, je peux pas rester sans rien faire quoi. Et c'est certainement ça, hein, je pense, mais je l'ai pas intellectualisé, tu vois, genre je suis très rationnel, je suis très machin, et je me dis, c'est pas ça, puisque c'est ce que je voulais. Mais effectivement, ta boîte, c'est une extension de ton identité. La vente, c'est comme renoncer, tu vois, on te coupe un bras. Donc évidemment, oui, l'angoisse de la page blanche. Oui, peut-être que c'est ça. Peut-être que c'est ça. Et donc là, on se parle, là, on est début 2024. Là, tu te dis, tu te laisses encore un peu de temps. Tu vis cette transition en disant moi j'ai un peu d'argent, je vais l'investir. T'as des idées, tu peux nous parler un peu des investissements que t'as fait, ou quelques-uns, ou ceux qui t'ont le plus marqué? Ouais, bien sûr. En fait, une fois que tu vends ta boîte, en fait, t'acquiers une certaine légitimité. Et donc t'es contacté par plein de gens, soit qui te pitchent leur projet, donc je reçois des decks très régulièrement maintenant, ce qui était beaucoup moins le cas avant, tu vois. Et toujours en lien avec ta thématique, ou aujourd'hui assez large? Non, assez large. D'accord. Donc ça, puis t'es contacté par des investisseurs qui veulent faire des trucs avec toi, donc c'est trop bien, c'est valorisant, c'est stimulant. Mais donc tu réfléchis à plein de trucs. Est-ce qu'il faudrait que je me repose? Est-ce qu'il faut que je me relance? Mais si je me relance dans quoi? Effectivement, ce que tu dis, je pense que c'est ce que j'ai vécu, quoi. De te dire mais finalement, si je relance un truc mais que ça marche pas, ok, j'ai plein d'idées, mais est-ce que c'est pas des idées de merde? Donc t'as encore le doute, quoi. On pourrait croire que t'as réussi à entreprendre dans des conditions qui étaient difficiles, sans savoir à quelle sauce t'allais te manger, juste avec la niaque que t'avais, et tu te dis ça c'est en 2022. Ça c'est en 2022. Aujourd'hui, je suis plus dans cet état d'esprit là, mais à l'époque, tu te dis putain merde, qu'est-ce que je fais, quoi. Donc tu rencontres des gens qui ont vendu leur boîte, donc des gens qui ont vendu très cher, d'autres qui ont vendu pas cher. Donc il y a des gens qui te disent qu'ils ont vendu pas cher, qui sont frustrés, qui te disent putain, je sais pas, l'autre qui disent putain, j'ai gagné plein de thunes, mais en fait je me fais chier. Et en fait, j'ai rencontré des gens qui me disaient mais en fait moi j'étais déprimé grave. Les gens qui tournent autour, tu vois, par exemple les banquiers privés, j'ai discuté avec une banquière privée qui me disait mais en fait je t'explique, c'est 90% des clients que j'accompagne, ils sont tous en dépression grave, quoi, genre c'est et puis ils ont inventé un truc, les 3D, divorce, déprime, je sais pas quoi. Ils ont même théorisé le truc, genre en fait c'est tellement. Et en fait j'étais un peu rassuré aussi, parce que je me disais mais c'est incroyable, genre personne n'en parle, tu vois, de ça dans la littérature startup, genre, ou business, ou développement personnel, genre on parle rarement de la session, de la post-session, tu vois. Et en fait on peut comprendre, parce que souvent, surtout quand les gens ont vendu,
leur boîte, tu peux te dire c'est un problème de riche, il se fout de ma gueule, lui il va me dire qu'il est pas heureux, bon ok, mais parfois c'est pas forcément le cas. Tu peux vendre ta boîte parce qu'en fait t'as fait faillite ou que en fait tu la vends pas, tu la liquides. Et donc en vrai je pense qu'il y aurait un truc à faire. Donc j'ai un peu regardé, t'as des papiers blancs qui sont sortis tu vois, dans 2 ou 3 universités américaines, mais c'est très peu traité, tu vois. Et c'est le mec, on en parlait la dernière fois, de Minecraft, je crois, qui a vendu des milliards et qui s'était un peu, tu vois, un peu confondu enfin, qui avait témoigné sur Twitter de sa détresse, et tout le monde lui était tombé dessus en mode ferme-la. Exactement. Parce qu'on pense souvent qu'on confond l'argent, le bonheur, est-ce que ça peut générer. Je pense que, enfin, nous, ce qu'on note, ce qu'on voit chez les entrepreneurs, si tu veux, c'est que comme tu as toujours été en action et toujours en capacité de décision, réflexion stratégique, dérouler opération financière par opération financière, croissance externe, etc. Donc tu es constamment habité. Jour au lendemain où tu n'as plus ça, bah, en fait, tu te rends compte que toute ta vie, c'était une colonne vertébrale, et que subitement, quand tu n'as plus de colonne vertébrale, t'es à terre, quoi. Hein. Donc, après, mais est-ce que les gens avec qui t'en parles sont conscients de ça? Ils arrivent à mettre des mots ou pas? Non, en fait, ils s'en rendent tous compte après coup. Parce qu'en fait, c'est comme tu es tout le temps sous tension, tant que tu es en activité, tu es tout le temps sous tension. Mais c'est la même chose avec les gens qui partent à la retraite. Hein. C'est qu'à un moment, il y a l'angoisse de se dire, quand je pars à la retraite, du jour au lendemain, je suis plus rien, parce qu'en fait, déjà, on m'a collé une étiquette, c'est retraité. Donc, grosso modo, tu n'es plus actif. Donc, si tu es actif, tu es inactif. Donc, déjà, moralement, c'est dégradant. Tu as l'impression de servir à rien, de coûter à la société. Et puis, donc, tu te dis, naturellement, tu vois beaucoup de gens à la retraite qui vont partir dans de l'associatif pour se rendre utile, pour essayer d'un peu dans le give back et de se dire, attends, j'ai encore ma tête, mes jambes, je peux servir à quelque chose, je ne peux pas forcément retravailler, donc je vais être d'une aide. Mais il y a aussi ce syndrome un peu de dépression, ou comme quelqu'un qui a une maladie à la retraite ou autre, et puis qui peut sombrer très vite dans la dépendance, parce que effectivement, quand tu n'as plus le moral, c'est le moral qui tient le sujet. Donc après, très vite, tu descends. Non, les gens en parlent très peu, parce que, comme toujours, c'est quelque chose d'un peu négatif. On n'a pas envie forcément d'en parler. Quelqu'un qui est un peu dans la déprime, il n'a pas forcément envie de crier sur les toits. Mais par contre, oui, on note effectivement qu'il y a des changements et des bouleversements de vie de manière assez négative, alors que tout peut te sourire et tout paraît formidable. Et c'est surtout l'absence de projet, quoi. En fait, je pense que l'être humain, il peut pas vivre dans l'absence de projet, quel qu'il soit. Hein. Il peut être artistique, il peut être professionnel. Et c'est ça qui permet de tenir, c'est ça qui fait qu'il y a des échanges sociaux, c'est ça qu'il y a de la valorisation et des projets naissent d'autres projets, etc. Mais ça, tu le notes aussi pour les artistes dans la musique ou dans le cinéma. Quand leur heure de gloire part ou quand ils se mettent un peu en retrait, c'est des dépressions sévères, difficiles à reprendre. Et c'est vrai parce que c'est, je pense, lié à cette absence de projet, quoi. Donc c'est important de rester. Et après, ce qui est marrant, c'est que finalement, les projets ils reviennent très vite sur l'observation du quotidien, comme toi. C'est-à-dire, j'ai une insatisfaction. Je m'attaque à un sujet, tout peut être source de motivation, il suffit juste de regarder autour de soi et puis après de se dire je l'ai fait. Ce qu'on note aussi, c'est souvent des fois des entrepreneurs qui veulent remonter une deuxième boîte, se disent en fait j'ai plus l'énergie, quoi. Enfin, tu vois, j'ai 50 ans, moi je me revois pas à bosser 70 heures par semaine, remonter un truc, non, j'ai envie de le faire différemment. Et donc après il faut juste trouver sa place et de se dire c'est quelle énergie que je veux y mettre, et puis être cohérent, quoi. C'est derrière si je veux plus y mettre 70 heures par semaine, il faut que j'accepte de faire entrer des gens dans le game et puis que moi je reste à ma place. Donc c'est quoi vraiment ma place? Je peux pas être calife à la place du calife. Est-ce que je suis en support? Est-ce que je suis en conseil? Est-ce que je suis sûrement actionnaire? Est-ce que je suis là? Si vous avez besoin de moi, venez me solliciter, ça me fera plaisir, etc. Donc il faut trouver son niveau d'engagement, l'énergie qu'on a envie d'y mettre. Et puis après, c'est surtout une question d'engagement, quoi. Comment tu engages les personnes dans un projet avec toi, quand tu leur donnes envie, et surtout quand tu repasses le flambeau, parce que là tu deviens plus vieux, il y a un moment tu dis ça va devenir plus votre boîte que la mienne, donc faut être passé. Ça c'est encore un autre sujet très difficile. Il y a plein de boîtes qui pourraient être beaucoup plus grosses aujourd'hui, mais parce qu'il y a une difficulté ou une incapacité à passer le témoin à quelqu'un et à organiser. Et en ce moment, c'est un des plus gros problèmes qu'on a en France, c'est qu'il y a un nombre de PME qui sont dirigées par des personnes qui sont en âge de passer à la retraite et qui vont devoir liquider leur patrimoine, parce que tout leur patrimoine est dans leur entreprise, et qui va reprendre, quoi. Et souvent, c'est pas les enfants. Donc, il faut trouver des repreneurs. Donc, en ce moment, il y a un gros sujet là, qui va nous occuper pendant les 3, 4, 5 prochaines années. C'est comment on organise cette transmission.
et qui va racheter, à défaut d'avoir une transmission, ces sociétés pour pas qu'elles restent en déshérence, que les salariés restent en l'air et que la concurrence étrangère, par exemple, pourrait en profiter, etc. Voilà, donc ça, c'est des vrais sujets, mais ça se travaille, il y a beaucoup de tabous là-dessus. Parce que l'autre tabou qu'il y a sur l'argent, c'est quand tu as des familles entrepreneuriales, il y a un moment se passe le sujet de la succession et de la valorisation de cette succession, et surtout de la capacité. Tout le monde a envie que ses enfants reprennent quelque chose que tu as réussi à monter, mais est-ce que les enfants en ont envie? Est-ce qu'ils ont les capacités? Et des fois, il y a le poids de ce qui a été construit par la génération d'avant, qui fait que c'est tellement gros, tu as franchi le milliard, il y a 20 000, 30 000, 50 000 salariés présents dans 18 pays, ça paraît écrasant. Et te dire, est-ce que je pourrais faire mieux, et c'est quoi le next step? Et c'est vrai que tu passes dans l'état entrepreneurial à des boîtes qui sont des grosses institutions parfois. Et gérer une institution, c'est gérer les salariés, c'est gérer. Il y en a qui vont être plus attirés par le côté dynamique, et vont vouloir relancer une boîte. Et puis voilà. Donc ça pose des vraies questions parce que derrière, il y a la filiation et puis il y a le patrimoine aussi. Et voilà, donc c'est pas simple, quoi. Pas simple du tout. Louis, toi de ton côté, est-ce qu'il y a t'as des drivers personnels, des artistes ou des personnes qui comptent sur lesquels toi ça t'illumine d'y penser ou qui t'ont aidé dans des moments de doute dans ton entreprise et qui t'ont servi de repère ou qui aujourd'hui continuent à t'éclairer? Des artistes ou peu importe, écrivain, femme politique. Non, mais moi dans ma famille j'ai mon beau-père qui a été extrêmement important pour moi et qui m'a, je crois, transmis des valeurs de travail, d'ambition, d'exigence. Donc ça, c'est un peu un modèle pour moi. Voilà, ma grand-mère également, qui était, dont je t'ai parlé, qui était très à gauche, mais qui connaissait par cœur les chiffres. Je raconte souvent qu'elle m'appelait toutes les semaines et qu'elle me demande le nombre de salariés que j'ai. Et quand je donne un chiffre, elle me reprend, elle me dit « Mais je comprends pas, tu m'avais dit... » que tu en avais, je sais pas, 20 fois, 2 fois plus. Enfin, tu vois, elle connaissait mieux les chiffres que moi. Et donc, c'était une personne qui était derrière moi, en soutien. Et c'est important quand tu portes un projet. Tu l'as dit, c'est sans faire la victime. Hein, c'est extrêmement dur, tu vois, d'avoir une entreprise. Il faut trouver le produit, le service, trouver des clients, te faire payer, structurer le délire, recruter, emmener les gens avec toi. Et c'est passionnant, mais c'est aussi extrêmement fatigant, mais surtout incertain. Et c'est pas tant que c'est fatigant parce que tu dois travailler beaucoup, etc., que de te dire que par définition, en fait, tu sais pas. Et ça, c'est assez... ça peut être assez déstabilisant, tu vois. Surtout quand tu as été habitué à être dans un cadre, tu vois, scolaire. Ok, si tu fais 1, 2, 3, tu auras un truc. Là, non, pas forcément. C'est pas parce que tu coches les cases que tu vas avoir des clients. Parfois, il y a des choses qui sont tout à fait contre-intuitives qui se passent. Donc, voilà, je pense que c'est important, effectivement, soit de s'entourer de gens qu'on aime, soit des mentors qui sont des artistes, tu disais, mais aussi des hommes, des femmes d'affaires qui vous inspirent, quoi. Et toi, t'en as quelques-uns en tête ou qui t'ont aidé ou qui t'ont inspiré et qui tu voudrais rendre hommage ou partager? Là, comme ça, il y en a aucun qui me vient en tête. Il y a quelques auteurs que j'aime. Un livre ancien qui me vient en tête qui s'appelle Le métier de patron. Alors ça fait un peu à l'ancienne, mais qui est très actuel, qui s'applique aussi bien à des boîtes dans le nucléaire qu'à des startups SaaS. Et je crois que c'est Servan-Schreiber. Et vraiment, si j'ai été bluffé par la pertinence des propos. Et donc voilà, donc le métier de patron. Le métier de patron. Je me souviens que c'est un truc que j'ai pris pas mal en note. Que tu avais pris en note pendant, avant ou à l'issue Pendant. D'accord, tu t'es tombé dessus, quoi. Ok. Aujourd'hui, quel est ton regard sur ce qui se passe aujourd'hui dans l'actualité? Il y a des choses qui t'énervent, qui t'agacent, il y a des choses sur lesquelles tu aimerais jouer un rôle, où tu dis j'ai une voix et je voudrais la faire porter? On a été servi là, entre les agriculteurs, le réarmement, l'éducation nationale, la santé. Il y a des choses qui t'agacent en ce moment? Qui m'agacent, je sais pas, mais en tout cas... j'aimerais qu'on fasse en sorte d'inspirer les jeunes à entreprendre, à être dans l'action, à moins compter sur peut-être des aides, peut-être
un système qui est peut-être trop cajolant. Ouais, trop citana. Et puis en même temps, tu l'as dit tout à l'heure, l'objectif c'est pas de se transformer en pays américanisé avec l'obligation de se demander si on va vendre un rein pour pouvoir se payer je sais pas quoi, une opération des yeux ou quoi. Bon, évidemment que c'est pas un modèle souhaitable, mais voilà, essayer de prendre un peu de notre modèle social qui marche extrêmement bien et regarder un peu ce qui se passe à l'étranger. Tu vois, moi je le vois, que ce soit dans l'entrepreneuriat ou dans des choses en rapport avec le handicap, tu vois. Bon, c'est quand même incroyable, tu vois, on est en 2024, on est à Paris, je peux pas prendre le métro, quoi. Ouais. Tu vois, si on a rendez-vous dans tes bureaux dans le 16e, bon, bah, je peux y aller en fauteuil et quand il fait beau, je le fais. Ouais. Mais bon, donc du coup, je vais mettre, je sais pas, 40 minutes. Toi, tu mets un quart d'heure en métro, tu vois. Ouais. Et s'il pleut et qu'il fait -15, bah, en fait, je viens pas, tu vois, je vais pas venir à pied. Donc, tu vois, on est en 2024, on parle beaucoup, mais on aimerait peut-être avoir, tu vois, des gens qui sont en place, qui ont peut-être eu une expérience du terrain. Donc là, je te parle de gens handicapés ou de gens qui sont dans le business, tu vois. Parfois, tu te demandes, et quand on était avec Amabilis dans l'aide à domicile, il y a des choses, tu vois, par exemple, les 35 heures, tu te demandes, quoi, comment est-ce que ces gens ont pu mettre en place un tel dispositif sans prendre en considération la réalité du terrain. À la limite, tu pourrais me dire, bon, bah, on s'en fout, on va faire un rapport de force. En fait, la loi, on la passe parce qu'en fait, ça concerne que 0,1%, mais c'est pas 0,1%. Enfin, tu vois, ça concerne des millions de personnes. L'impact est significatif. Et donc, voilà, si un truc à faire, ça serait peut-être de prendre plus en considération le terrain avec des gens qui sont dans le dur. Moi, j'aime bien le côté un peu bootstrap, je crois que c'est le nom d'ailleurs du podcast. Ouais. Et c'est ce qui te plaît aussi, je crois, c'est d'investir dans des boîtes qui sont rentables. Et donc des gens qui savent ce que c'est que de trouver un client, de faire du chiffre d'affaires et gagner de l'argent à la fin du mois. Ouais. Appliquons ce principe à la vie civile, c'est-à-dire avec des gens qui ont déjà fait des choses. Ouais, donc une approche beaucoup plus pragmatique. Donc si tu avais 1 heure à tuer, tu la passerais pas avec Martine Aubry, quoi. Non. Donc si tu avais 1 heure à passer avec quelqu'un qui t'inspire, ça serait qui? Il y a plein de gens qui m'inspirent. Le premier qui vient. Ça va peut-être Macron pour lui souffler pour lui souffler quelques sujets dans les oreilles, quoi. Non, je sais pas s'il y a une personne en particulier, mais c'est vrai que on est dans un moment, tu vois, les gens ne sont... C'est compliqué parce que on est dans un système qui produit énormément d'inégalités. Toi et moi, on est entrepreneurs, on est dans le business, et donc évidemment qu'on est drivé par l'argent, et évidemment que je n'oublie jamais, parce que par exemple, ma grand-mère a essayé de m'inculquer le fait que, ok, c'est pas parce que t'as de l'argent, parce que tu vois, je lui disais souvent, mais je comprends pas, t'es très privilégié, pourquoi tu défiles avec les syndicalistes, et c'est quoi le rapport? Bon, alors on me dit, c'est pas parce que t'as de l'argent que tu peux pas défendre les gens qui sont les plus démunis. Et donc la difficulté, je crois, c'est d'essayer d'avoir une approche globale, d'être à la fois dans la responsabilisation, de dire ok les gars, bougez-vous le cul, travaillez, soyez ambitieux, faites des choses et vous allez réussir, tu vois, essayer de les inspirer, quoi. Et puis en même temps pas être complètement déconnecté et être en mode américain. Donc je sais pas pourquoi je te dis ça, mais je pense à Mélenchon, donc j'ai pas envie de rencontrer Mélenchon, mais tu vois, un mec comme ça qui est qui est un mec qui est tout à fait intéressé, qui se fout des musulmans, qui se fout de tout le monde. Qui a une visée personnelle, quoi. Exactement. C'est des mecs comme ça qui attisent la haine, qui parasitent et qui, je pense, ne vont pas produire donc, je sais pas, c'est trop bizarre, mais j'ai envie de te dire Mélenchon. Ouais. C'est pas du tout un mec qui m'inspire. Et tu vas passer une RFU pour avoir le débat, quoi. Mais en fait, il a un tel impact sur les gens. Ouais, je crois qu'il y a 1 jeune sur 2, grosso modo, qui se reconnaît dans que ça m'intéresserait de lui parler, non pas parce que je peux te sortir, il y a plein d'entrepreneurs qui me... moi j'adore Peter Schwartzman qui a créé Blackstone, les mecs de KKR,
J'adorerais rencontrer Carly Khan. Tu vois, je peux te dire des mecs comme ça, tu vois, genre, oui, bien sûr. Donc oui, si tu peux me mettre en relation avec Carly Khan, je suis très, très chaud. Mais ouais, je sais pas pourquoi, j'ai envie de te dire ça, parce que peut-être on parlait de politique avant, et l'impact qu'on a sur la société, tu vois. Donc oui, peut-être un mec comme Mélenchon pour essayer de voir comment un peu, peut-être soit, tu vois, montrer qu'il est full of shit et que en fait ce qu'il dit, en fait, il en a rien à branler des musulmans, il en a rien à branler des gens de droite, de gauche, de machin. Ce qu'il veut, c'est qu'en fait il a identifié sa niche et il y va à fond. Et ce qu'il veut, c'est être élu président, c'est son dernier run, quoi. C'est ce qu'il aimerait avant de sa carrière politique soit couronnée par ça. C'est un achievement personnel, mais sur lequel il n'y a pas vraiment derrière de vrais projets sociaux à l'échelle des enjeux qu'on a adressés en France, quoi. C'est ça. Et donc du coup, peut-être pousser les gens, on parlait tout à l'heure d'inspiration. On en reparlera un autre jour, mais il y a un truc qui me plaît beaucoup, c'est la pyramide de Maslow, que tu connais, avec ces 5 strates. Et en fait, peut-être que ce serait intéressant d'inviter les gens à se poser la question de savoir, ok, la première strate, c'est les besoins physiologiques, manger, dormir, etc. Puis plus tu t'élèves dans la pyramide, plus c'est des trucs qui sont immatériels. Tu vois, quel est le sens de ma vie, qu'est-ce que je veux laisser ensuite une fois que je serai mort, genre c'est quoi mon impact en fait sur la société. Et en fait, je pense que quand tu te poses ces questions-là, en fait, tu arrives mieux à prendre du recul sur les situations, tu arrives mieux à évoluer, tu vois, dans nos sociétés. Et donc, tu disais, genre, les mecs qui parasitent peut-être qu'on réussirait à... Court-circuiter, quoi. Tu vois. D'accord. Donc, Louis, donc toi, tu es investisseur, tu as investi dans combien de sociétés ? Je suis entrepreneur, là je me suis relancé dans 3 business. D'accord. Un business de lunettes solaires pour Gros Steps, un business de location de vannes et de matériel de régie pour le cinéma et la pub. Alors vannes, les petits camions. Ouais, les petits Mercedes là, tu vois. Et un business qui n'a rien à voir, on a créé une galerie d'art moderne et contemporain et on travaille en B2B avec des avocats, des financiers, des dentistes. Ah, pour faire des galeries dans les bureaux. Pour vendre en fait de l'art via Eloa, je sais pas si tu savais, mais on peut acheter de l'art comme une voiture. Tu payes un loyer tous les mois et à l'issue des 12 mois par exemple du contrat, tu peux... l'acquisition. Exactement. D'accord. C'est trois sujets qui sont liés à des passions ou c'est 3 opportunités C'est donc les lunettes, c'est un truc qui est lié en fait à moi. Je n'arrive pas à trouver de lunettes solaires qui m'aillent. J'ai une tête qui est trop large apparemment. Et donc les branches partent sur les côtés, c'est ridicule, ça marche pas. Donc c'est un truc un peu, c'est vraiment un side, mais on parlait tout à l'heure des problématiques qu'on rencontre au quotidien et qui représentent les meilleures opportunités business. Donc ça, deuxième, l'art, c'est du coup passion. Et troisième projet qui sont les vannes, c'est plus une opportunité avec une amie qu'on a créé ça. Donc c'était 3 business dans lesquels tu as investi. C'est 3 business dans lesquels j'ai investi, dans lesquels je suis dans l'opérationnel. Et tu t'es investi en opérationnel dans les 3, d'accord. Et ensuite, j'investis dans des entreprises. Aujourd'hui, je suis assez opportuniste, comme on dit. Ça peut être des boîtes qui sont en lancement, comme des boîtes qui sont plus matures, qui font déjà du chiffre d'affaires et qui sont en général rentables. D'accord, ok. Et là, c'est de la diversification, quoi. Là, tu te mets les tickets, t'accompagnes, le projet te plaît, tu y vas directement, t'as pas forcément une stratégie dessus, quoi. C'est purement opportunité, quoi. Sauf dans la santé. Après, les secteurs, c'est plutôt... alors, food, j'adore la bouffe. Beaucoup IA, on parlait de la solution là, pour gérer tes mails de façon incroyablement efficace. Ça, j'aurais adoré investir dans cette boîte-là, qui selon moi est la meilleure de toutes qui existent. Je regarde pas mal en ce moment des solutions d'IA. T'as une boîte là, qui cartonne qui s'appelle Eleven Labs, je crois, qui vient de lever encore 150 ou quoi, mais en gros la possibilité en fait de pouvoir dupliquer en fait sa voix. T'as déjà plein de boîtes qui sont sur le truc, etc. Mais bref, on en reparlera une autre fois. Mais donc IA, food, plutôt ouvert, mais santé, j'ai plus trop envie de regarder. T'as envie de santé. J'ai vu que tu étais assez pointu d'ailleurs sur tous les sujets logiciels. Tu te tiens assez au courant de tout ce qui se passe, des améliorations. Tu compares. Je crois que d'ailleurs tu as une de tes cousines qui est dans une start-up. Donc tu es resté qui s'appelle Folk. Qui s'appelle Folk. Tout ce qui est SaaS de productivité, je regarde aussi. On va dire IA, productivité et food. Et toi, t'as pas envie de monter ton propre fonds avec cette expérience, de se dire et d'entraîner avec toi d'autres personnes pour aller chercher et travailler ces thématiques qui te sont chères? J'adorerais, c'est un projet
auquel je réfléchis. Ouais. D'accord, super. Merci Louis. Merci.